Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Fringale pour un nouveau numéro, très content de vous retrouver. Et oui, la grande boucle c'est fini, une nouvelle édition du Tour de France s'achève. Voilà, j'espère que vous n'avez pas le spleen du Tour de France comme on peut l'avoir d'habitude, mais ça tombe bien cette année. Il y a le Tour de France Femmes qui vient de s'élancer et dans la continuité de cette semaine du Tour de France Hommes. Donc voilà, si vous voulez continuer à regarder du Tour de France du vélo, vous en avez encore jusqu'à dimanche prochain. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir notre belle preview du Tour de France Femmes si vous ne l'avez pas encore écouté. En tout cas, il y en a un qui a bien tout écouté, qui a bien tout fait sur ce Tour de France, c'est Tadej Pogačar. 4e victoire pour le Tour de France pour l'ogre slovène qui se rapproche tout doucement des co-recordman du Tour de France, que sont Octil, que sont Indurain, que sont Merckx et que sont Bernard Hinault. Va-t-il aller chercher un 5e succès? Pourquoi pas un 6e? Voilà, on en discutera aujourd'hui, on va faire le bilan de ce Tour de France. Et pour faire tout ça avec moi, c'est celui qui vient de boucler son premier Tour de France avec Radio Fringale, mais qui était un fidèle équipier, qui est même passé au rang d'excellent lieutenant. C'est Nico. Comment tu vas, mon Nico? Bonjour à tous, bonjour Titien, ravi de vous retrouver pour parler de ce Tour de France et de la suite et surtout le plus intéressant dans cette émission, les leçons qu'il y a à en tirer pour la suite de la saison et des futures éditions du Tour de France. Mine de rien, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, il y a beaucoup de choses à dire, autant sur la course qu'en dehors de la course. Et bravo à toute l'équipe, bravo Titien, bravo à ceux qui couvrent les autres courses et notamment le Tour de France féminin en ce moment sur la chaîne. Et puis merci de nous écouter et d'être toujours plus nombreux à nous retrouver. Titien, j'ai hâte d'en discuter et de faire le bilan de ce Tour de France 2025, le 113e, je crois, du nom, Ouais, c'est ça. avec toi. C'est ça, tout à fait. Alors, au programme aujourd'hui, Nico, ce que je te propose, c'est que on va faire un résumé rapide de ce Tour de France en donnant notre note à cette grande boucle. Et puis ensuite, grosso modo, moi, j'aimerais bien que... tu sais quoi, je vais te lancer, puisque alors moi, j'ai préparé, c'est bien toi, t'as pas préparé. Donc, c'est l'avantage quand j'anime un podcast, c'est que on va faire les awards. Donc, je vais te demander, voilà, ton coureur phare, ton moment du Tour, etc. Voilà, comme ça, tu vas pouvoir réagir de manière très spontané, comme je t'ai pas prévenu avant. Et puis ensuite, on a pris chacun 3 points donc on a un peu envie de développer suite à ce Tour de France, voilà, dont on a envie de parler. Et puis le débat final, voilà, parce que Tadej Pogačar, voilà, Tadej Pogačar a encore dominé, Tadej Pogačar a encore gagné. Tadej Pogačar a eu l'air également d'avoir un petit peu de lassitude à cette fin de Tour de France. Voilà, est-ce qu'il a encore la motivation? On en parlera, ce sera le débat de cette fin d'émission. Quel défi encore en carrière pour Poggi? Est-ce que ça te va comme programme, Nico? Programme menu très copieux hein, de soirées, barbecue, de soirées, de belles soirées d'été où il y a de tout là. Il y a Titien, on a tout mis, on a de la salade, on a des grillades, on a du riz, on a des desserts, on a des fruits, on a tout ce qu'il faut. Donc non, on est très bien. Oui, alors je pense que tout va bien et l'émission va durer un petit peu, je pense. Donc parfait pour une sortie, ceux qui veulent en rando, à vélo, en montagne, ceux qui veulent se poser à la plage. Voilà, on espère que vous êtes bien en vacances pour ceux qui ont l'occasion d'en avoir et on est ravis de vous accompagner là-dessus. Tout à fait. Alors, avant que tu me donnes ta note du Tour de France, on va quand même parler de cette dernière étape. C'était un petit pari hein, de faire cette boucle par Montmartre, puisqu'il y a eu 3 fois l'ascension de Montmartre qu'on avait retrouvé au JO. On sait qu'il y avait pas mal de gens qui étaient pour, pas mal de gens qui étaient contre. Finalement, on avait quand même du gros spectacle. Et Tadej Pogačar qui a fait le spectacle jusqu'au bout du tour. On a eu vraiment une vraie classique, j'ai envie de dire, de Flandrien dans les derniers kilomètres. Et la victoire, voilà, en solitaire, magnifique sur les Champs-Élysées de Wout van Aert. Vraiment, mais quelle accélération du Belge dans la dernière montée. Ça faisait longtemps que Tadej Pogačar ne s'était pas fait lâcher. Ça faisait plus de 2 ans. Et voilà, Tadej Pogačar était distancé par Wout van Aert dans une montée pavée. Déjà, un petit mot de ta part sur cette belle victoire de Wout van Aert. Et puis, je voudrais savoir un peu pour toi, est-ce qu'il faut renouveler l'expérience? Est-ce que c'était incroyable? Est-ce que tu veux retourner au sprint? Est-ce qu'il faut une alternance? Qu'est-ce que tu en penses de cette dernière étape dans Paris? Alors comme tout le monde, hein, j'imagine qu'on est 99% des suiveurs, j'imagine que c'est un grand oui, en tout cas c'est une grande réussite cette dernière étape avec la butte Montmartre. On a retrouvé l'esprit des classiques qui nous est si cher ici à Radio Fringale et pour toi et moi, Titien. Alors deux choses.
Premièrement, est-ce qu'il faut revenir? Oui, moi je suis assez partant pour varier des parcours dans Paris. Je serais pas contre avoir un chrono final dans Paris. Je trouverais que ça aurait de la gueule. Je suis pas contre évidemment revenir à faire la butte Montmartre. Évidemment, je serais pas contre de temps en temps une année sur deux par exemple ou une année sur trois faire l'étape classique des sprints sur les Champs-Élysées avec les 6, 7, 8 ou 9 tours par rapport à la distance, et donc de varier, parce que ça permet de mettre en valeur, voilà, c'est bien aussi pour les sprinteurs d'avoir leur chance tous les 2 ou 3 ans, mais c'est bien aussi pour les punchers ou les coureurs typés classiques comme Van Aert, Ballerini ou autres d'avoir leur chance. Hein. J'imagine que si Mathieu Van Der Poel aurait terminé le tour, il aurait été acteur de ce, il aurait pu, on aurait pu avoir un magnifique duel avec, ou avec Pogacar et surtout avec Van Aert, ça aurait pu être assez incroyable. Donc évidemment, sur ce point-là, je pense que Titien, tu pourras t'exprimer, mais magnifique là-dessus. Ensuite, pour parler de Van Aert, certes, il a plus la même explosivité qu'avant, mais ce qu'on a vu de cette saison avec Van Aert, et on avait commencé à en parler justement cet hiver, en début de saison, c'est que Van Aert a fait un énorme travail de foncier. Et ça s'est vu tout au long de la saison, parce qu'au fur et à mesure que les classiques avançaient, Van Aert, on voit qu'il arrivait à retrouver de la jambe. Au Giro, on a vu qu'au fur et à mesure des étapes, il s'est bonifié. Et alors le dernier week-end, bon, il donne la victoire à Simon Yates au classement général et à Olaf Koy au niveau du sprint dans la dernière étape à Rome, donc il termine bien. Il était là sur le Tour de France. Il n'a pas fait trop d'efforts superflus, mais il termine très très bien ce Tour de France puisqu'il avait encore grave la caisse en fin de tour, là où d'autres tiraient la langue, en particulier et en premier lieu Tadej Pogacar qui, je pense, est bien content de partir en vacances parce qu'il, je pense qu'il en avait bien besoin. Hein, Tadej qui est sur le front depuis un bon petit moment. Et Van Aert a vraiment montré qu'il a toujours la caisse. Et mine de rien, alors oui, il a peut-être pas gagné les monuments cette année, mais il a gagné deux des plus belles étapes de Grand Tour, donc avec l'étape d'Estrade Bianche à Sienne sur le Giro et l'étape de Montmartre à Paris. Mine de rien, 10e victoire, on peut le dire également, Titien. Van Aert qui rejoint le groupe assez select, hein, il y a quelques dizaines de coureurs dans l'histoire, c'est pas non plus énorme, qui ont gagné, qui ont un double chiffre donc de victoires, hein, qui ont 2 unités, donc 10 victoires et plus. Et mine de rien, ça commence à compter, et Van Aert, dont on raille souvent le palmarès qui n'est pas assez fourni à juste titre, a décroché une magnifique victoire ce dimanche. Ouais, tout à fait. Bon, je suis d'accord avec toi, rien à ajouter. Voilà, Van Aert montre également que c'est un mec voilà qui est toujours très très fort, et c'est le genre de coureur quand on a tendance à l'enterrer qui montre qu'il est toujours là, donc voilà. Mais cette impression de puissance, ça faisait quand même longtemps, parce que souvent Van Aert sur les classiques comme au Giro, c'est un besogneux, il est là sur la course, sur son endurance, il s'accroche, et à la fin sur ses qualités de finisseur, et voilà, il parvient notamment au Giro à gagner une étape, là où vraiment il a lâché Tadej Pogacar. Alors c'est sûrement, on en reparlera, un Tadej Pogacar un peu fatigué physiquement comme mentalement, donc c'est difficile de comparer avec les classiques, mais ça faisait longtemps, ça fait plaisir de voir un Van Aert conquérant, ça faisait quand même très très longtemps qu'on n'avait pas vu cette image, donc moi ça m'a fait plaisir. Et puis sur la... Ouais, bah moi j'ai adoré, je vais pas te le cacher, hein, franchement, c'est vrai que je me désintéresse assez souvent de l'étape de Paris. Enfin, je regarde les derniers kilomètres, je sais que ça va arriver au sprint. Donc là, je suis très très content qu'il y ait ce circuit. Enfin, on a vu la foule, et puis j'ai vu des témoignages de plein de gens qui étaient dans Incroyable. la butte Montmartre. Enfin, c'est un moment rêvé. Ça va vite devenir un moment culte du vélo, je pense. Donc à renouveler. Après, moi, je trouve quand même que cette étape des Champs-Élysées, c'est une super carotte pour que les sprinteurs y restent en course. C'est un peu la récompense finale. Voilà, cette année, heureusement qu'ils ont eu l'étape de Valence, parce que sinon, sur les 2 dernières semaines, ils avaient rien à se mettre sous la dent. Les sprinters, un Tim Merlier par exemple, qui est resté les 10 derniers jours du tour, bah, ils se demandent bien, à mon avis, pourquoi il est resté. Donc voilà, mais une alternance, une année sur deux, pourquoi pas, avec un petit contre-la-montre de temps en temps. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'il faut pas supprimer définitivement cette étape des Champs-Élysées pour les sprinters. Il va falloir réfléchir à une alternance, mais moi je suis quasi sûr qu'on reverra Montmartre, donc ouais, en tout cas, c'était super chouette. Voilà, c'était la pluie, c'est vrai, à magnifier un petit peu tout ça, mais moi j'en ai pris plein les yeux, donc expérience à rééditer. Si on parle plus globalement maintenant de ce tour, avant de te lancer sur les différents awards, moi j'aimerais bien un peu ton constat global avec une petite journée de recul sur ce Tour de France, et la note sur 10 que tu mettrais à ce Tour de France 2025. 10 sur 10.
La moyenne, 5 sur 10, 6 sur 10, ça dépend comment vous Ah, été. c'est différent quand même, je trouve, 5 sur 10, 6 sur 10. 6 sur 10, Ah, 6 sur on 10. rentre dans un peu du positif quand même. 5 sur 10, c'est bon, c'est la moyenne, quoi. Ouais, je mets quand même, je suis toujours d'humeur généreuse, tu me connais, je mets quand même 6 sur Je mets quand même 6 sur 10 parce que il y a quand même eu justement, il y a deux, trois éléments en plus qui me font monter cette note. Euh, Comme justement la dernière journée à la butte Montmartre, clairement il n'y aurait pas eu ça, ça aurait été un 5 sur 10 ras des pâquerettes. Là, ça me l'a fait monter typiquement. Et pourquoi est-ce que je mets ça? Parce que la première semaine, Titien, la première semaine était super. Van Der Poel, Remco, les punchers français, Tadej Pogacar, Vingegaard au niveau. La première semaine, mis à part le couac, le petit couac de Jonas dans le contre-la-montre, la première semaine était super. On a eu du Benini, on a eu, enfin voilà, c'était une très très belle première semaine de course et qui annonçait du bon. Et puis ben, la deuxième partie de tour, un peu plus difficile au niveau du suspense, un peu plus difficile au niveau de la suite. Donc après, moi, il y a quand même un élément sur ce tour ressenti. C'est que moi, en tant que fan, pas en tant qu'analyste, observateur, mais je dois avouer qu'il y a beaucoup de coureurs que j'aime beaucoup qui ont soit abandonné, soit qui étaient absents. Je ne sais pas si tu l'as ressenti comme ça, Titien, de ton côté, ça c'est un peu les goûts personnels, mais moi, au fur et à mesure de la course, j'ai quand même perdu de l'intérêt parce que il y a beaucoup de coureurs que j'aime beaucoup, qui étaient soit prévus au départ, mais qui ont dû abandonner assez vite, ben, en premier lieu, évidemment, Mathieu Van Der Poel, hein, qui a été lancé dans un super Tour de France, la lutte au maillot vert, puis qui a dû abandonner en dernière semaine. Lennart Van Evel, que j'aime beaucoup, a dû abandonner. Remco Evenepoel, on en a parlé, qui a également dû abandonner. L'absence de Joao Almeida, mine de rien, même si je suis pas fan, a pesé sur la lutte pour cette troisième place où il aurait été un acteur important. Abandon de premier jour de deux rouleurs que j'aime beaucoup, Ghana et Bisseguer. L'absence de David Gaudu au départ de ce Tour de France à cause de sa blessure au Giro. Enfin voilà, moi ça m'a un peu sorti de l'aspect fan. Euh, parce que j'ai trouvé qu'il y avait du coup beaucoup d'absents qui s'accumulaient au fur et à mesure de la course, soit au départ, soit après on accumulait. Mais du coup, après, j'ai pu regarder, on a pu voir de nouvelles, et on va dans cette émission, de nouvelles figures, euh, on va dire, se montrer, sortir, jouer les premiers rôles. Et mine de rien, ben, c'était assez intéressant de ce point de vue-là. Donc voilà, un 6 sur 10 d'encouragement, on va dire. Ok, très bien. Bah écoute, pour moi, je serais un chouïa plus sévère que toi. Je vais mettre 5 sur 10. 5 sur 10 parce qu'il y a eu finalement peu d'étapes où il s'est rien passé. Il y a eu l'étape de Laval là où bon, c'était vraiment horrible. Mais sinon, même des étapes toutes plates comme celle de Châteauroux, on a Van Der Poel qui nous fait un solo. Enfin, vraiment, on a eu des étapes. L'étape de Toulouse, c'était incroyable le Ventoux. Beaucoup d'émotions quand même. Beaucoup d'étapes où voilà, on a eu de la bagarre de A à Z. Donc c'était vraiment super. Toutes les étapes de transition pour baroudeur, pour puncher. Après, moi, j'ai du mal à mettre une note au-dessus à un tour où le classement général m'a pas emballé. Et voilà. On va en parler après au long de l'émission, mais bon, on connaissait quand même à peu près le vainqueur au départ de l'édition. Donc déjà, c'est pas bon signe. Et puis voilà, on a vite compris en première semaine, même si certains voulaient y croire qu'il y aurait vraiment pas de suspense. Moi, Remco, c'est un coureur que j'aime beaucoup, qui a abandonné quand même. Voilà, c'est donc voilà, le classement général. M'a pas passionné, d'autant plus que avec les abandons de Remco, d'Almeida, etc. Finalement, tu as l'impression derrière rapidement qu'il y a très peu de coureurs qui ont joué ce classement général. Quand tu vois que le dixième est à 30 minutes, enfin voilà, j'ai rien du tout contre, on en reparlera, hein, des nos Français, etc. Mais c'est quand même pas le top 10 qui me fait le plus rêver de grand tour. Donc voilà, j'ai pas été emballé par la course pour le général, mais quand même on a eu des moments marquants, vraiment des belles étapes. Donc Mm. voilà, j'ai envie de dire pour ça, ça vaut 5 sur 5. Et franchement, la bataille pour le général, moi, 10. m'a trop déçu pour que ça. Mais c'est pas forcément la faute des coureurs, on en reparlera. Mais en tout cas, voilà, c'est clair que pour moi, c'est un fil rouge du tour. Et j'ai eu du mal à. Une fois surtout que Remco était parti, bon, à me passionner pour la bataille, même pour le podium, etc. Donc voilà, je mets 5 sur 10 pour ce Tour de France. Ça reste, c'est un cru. Un cru, il y a eu bien pire hein, pour moi, mais il y a aussi eu bien mieux. Ça, on est d'accord. Donc, on est plus ou moins d'accord sur Oui, l'évaluation voilà. et les choses qu'on retient de bien là-dessus. Donc, ouais,
de ce point de vue-là. Je pense que la plupart des suiveurs, Bah, dites-nous dans les ouais, c'est commentaires, ça, mais dites-nous. quelle note vous mettez, mais je pense on est tous à peu près, entre les plus déçus qui mettront 4 et les plus optimistes qui mettront 6-7, un peu comme moi. Je pense qu'on est tous à peu près au niveau mid, quoi. C'est un Tour de France mid. Tout à fait. Bon, Nico, pour faire le débrief avant qu'on enchaîne sur nos points, qu'on débatte, etc. Moi, je vais te faire un peu des fire bullets sous forme d'awards. Voilà, on va remettre un petit peu nos récompenses pour ce Tour de France. Donc, comme je t'ai pas prévenu des catégories, etc., je vais te laisser réagir à l'instinct, on va dire. Est-ce que t'es Je suis prêt? à froid, hein. Voilà, Ah, je suis bon, à froid, t'es c'est à à froid, l'instinct, c'est mais comme ça. tu vas chauffer, tu vas chauffer. Bon, t'es prêt? Bah, pas le choix, Eh hein. bah, pas le choix, comme tu dis. Alors, quelle a été pour toi la meilleure étape de ce Tour de France? Euh, Il y en a beaucoup. Euh, Alors, j'aurais envie de dire, spontanément, j'aurais envie de dire celle de Toulouse, mais vu que Schmitt se fait battre d'une roue, c'est un peu Je te demande compliqué. vraiment Mais la meilleure étape dans sa globalité, parce qu'après, je te demanderai plus tard le meilleur moment du Tour. Donc là, faut vraiment prendre euh, waouh, quoi. allez, je dirais quand même, parce que c'est mythique, quand même celle du Ventoux, avec la victoire de Valentin Paré-Peintre et la lutte pour le général entre Vingegaard et Pogačar, et puis derrière entre les bras. Donc celle du Ventoux. Ouais, moi aussi, bah, j'ai hésité comme toi avec celle de Toulouse. Voilà. Je pense que celle de Ah, Toulouse on est d'accord, hein. était plus intense, mais le final, moi, bah, toi, je comprends il t'a un peu moins chauffé. Et c'est vrai que moi, j'étais aussi déçu pour VDP, etc. Mais quand même, c'était une étape, mais monstrueusement intense, c'était incroyable. Mais le Ventoux, avec les émotions, etc. Cette bagarre à double étage, ce dernier kilomètre de fou furieux. Donc, ouais, le Ventoux, pour moi aussi, Un temps de carte postale. je la mets meilleure étape de ce Tour de France. Et maintenant, le meilleur moment de ce Tour de France. Bah, pour moi, il y a deux choix quand même assez évidents. Il y a ce qu'on a vu hier dans la butte Montmartre avec Van Aert, qui est le premier depuis 2 ans et demi à déposer Pogačar sur une montée. Ça, c'est un des deux qui est candidat pour moi. Mais sinon, pour faire quelque chose de moins la montée de la rampe Saint-Hilaire avec Pogačar à bloc et puis Vingegaard qui semble céder et finalement Pogačar se rasseye et Vingegaard qui fait l'effort pour revenir. Donc je dirais la rampe Saint-Hilaire. Ok, moi j'hésitais entre deux aussi, j'hésite entre le Mont Ventoux et les 10 derniers kilomètres de l'étape de Châteauroux là. Et je pense qu'en vrai, même, enfin, Valentin Parapin, c'était juste incroyable, j'ai vibré de fou. Mais les 10 derniers kilomètres vers Châteauroux, avec ce duo, avec Van Der Poel qui finit tout seul, qui se fait reprendre à 700 mètres de la ligne, je pense que ça a été mes 10 moments les plus intenses où j'ai le plus vibré. Alors c'est très subjectif, mais où j'ai le plus vibré de ce Tour de France. Oh. Voilà. Alors maintenant, évidemment, il y a le meilleur moment. C'est quoi ton pire moment de ce Tour de France? Ça peut être ta pire étape aussi, hein, mais c'est quoi l'autre, voilà, là où tu t'es dit, oh non, oh là là, c'est horrible. Subjectivement, la défaite de Mauro Schmitt à Toulouse. Oui, voilà. Mais si on prend plus globalement au-delà de Mauro Schmidt et des Suisses. Ah, je m'en remettrai pas, le pauvre, quoi. Oh là 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 là. Avec le maillot de champion de Suisse et tout. C'est vrai que C'est terrible. t'as Euh, dû déprimer toute la soirée. non, le pire, alors tu parles de l'étape ou du moment? Ouais, Du les moment dans pires une étape. étapes, pires Vraiment. moments. Bah, au-delà de cette défaite de Mauro Schmidt. Où est-ce que tu te disais, je vais avoir les frissons et t'as rien eu du tout, par exemple? Oh, bah là, c'est évident. Ouais, c'est la vallée entre la Madeleine et la Loze. Enfin, Ouais. tu t'es là. Puis la losse Ah, ils d'ailleurs ont tout court, hein. génial. Ouais, non, mais la Loze tout court. Mais à partir du moment où tu vois ce qui se passe dans la vallée, tu fais bon, bah c'est mort, quoi. Et quand il y a le retour des autres depuis derrière, mais ce côté où ils continuent pas après la Madeleine dans la Loze, il y a plein de raisons qui peuvent l'expliquer, mais c'est le soufflet qui retombe, quoi. T'es là, t'es hyper content, ça monte, ça monte, ça monte, et puis finalement, bah rien, quoi. Montagne accouche d'une souris, c'est terrible. Ouais, et bah écoute, moi je vais prendre l'étape du lendemain et l'infâme montée vers la plagne. Le sketch de ce Tour de France pour moi, voilà, parce que j'ai pas d'autres mots pour ce qui s'est passé ce jour-là. C'était un pur.
C'était un sketch, une non-course et franchement, bah, ça m'a pas vraiment plu. Franchement, ces deux étapes, ça fait vraiment baisser ma note de ce Tour de France. C'est dommage et ouais, même les Pyrénées finalement, je les ai trouvées assez supportables. Mais là, à partir de cette vallée en fait, jusqu'au col de la Madeleine, j'aurais pu mettre un 6-7 au Tour de France, voire un 7. Et franchement, à partir de la On vallée est de la Madeleine d'accord. On est jusqu'au lendemain d'accord. soir à la Plagne, ça fait chuter la note de ce Tour de France. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Mais bon, c'est comme ça. Donc moi, voilà. On voit qu'en tout cas, les Alpes, on est assez. Dites-nous aussi si vous, les Alpes, ça vous a un peu fait tomber. Ça vous a même carrément déprimé. Parce que moi, j'ai ressenti un peu de ça dans cette fin d'étape des Alpes. Mais bon, c'est comme ça. La révélation du Tour pour toi, c'est qui? Oscar Only. Ouais, bah, ça va être ça pour moi aussi. Incroyable ce qu'il a fait, hein. Il y a pas de débat. Il y a pas de débat. Terminer quatrième entre Lipovic et Gall, Oscar Only, quoi. Je veux dire, dans les meilleurs des scénarios, on le mettait 7-8, quoi. Bah, ouais, dans les meilleurs. Moi, je pensais vraiment qu'il allait venir pour les étapes. Je me suis dit, lui, il va être redoutable. Mais non, mais c'est vraiment une énorme révélation en haute montagne. Franchement, pas très loin de la troisième place. Donc, ça y est, il a enfin explosé Oscar Only. Donc, ouais, moi aussi, pour moi, c'est une vraie révélation. La bonne surprise de ce Tour de France. Donc là, c'est pas franchement la révélation non plus, mais une bonne surprise pour toi. Roglic qui termine un Tour de France? ça peut, ça peut être ça, hein. Non, franchement, ça, oui, Ah, parce pourquoi que pas. j'ai lu, j'ai dit quand même parce que sur la dernière vidéo, tu sais, on avait parlé justement, j'avais fait la petite blague par rapport au fait que par rapport à mon pari, enfin par rapport à ma prédiction, que Roglic devait terminer en dehors du top 10, etc. Moi j'adore ton. C'est juste, il y a des commentaires qui avaient dit ouais, ça se fait pas de souhaiter le malheur d'un coureur, etc. Alors évidemment c'était sur le ton de la blague, je le redis. Et puis ben, moi j'adore Tonton Primoz, hein. Donc c'est un coureur que je respecte beaucoup pour son palmarès, pour sa personnalité. Quelqu'un de très voilà, simple, renfermé, très calme, très sympathique, même si c'est pas forcément le coureur le plus excitant sur le vélo. Et je suis content d'altitude de Roglic sur Tour de France. Il n'a pas baissé les bras, il a tenté d'attaquer, il s'en foutait de son classement général. Il termine ce Tour de France, il fait quand même un top 10. Il avait l'air de plus ou moins s'amuser sur le vélo et de plus ou moins avoir les jambes. Donc, ouais, le Tour de France de Primoz Roglic, c'est c'est pas forcément le choix le plus évident, mais pour moi, c'est une bonne surprise sur ce Tour de France. C'est quelque chose de positif. C'est pas une révélation, mais c'est quelque chose que je vois comme positif pour la fin de sa carrière. Ouais, bah moi c'est Kevin Vauquelin. Alors je vais pas trop m'étendre parce qu'on va parler des coureurs français après, mais voilà, Kevin Vauquelin, que sa première semaine m'a pas du tout étonné. Je l'attendais à ce niveau, je l'attendais à craquer en montagne, et puis finalement, bon, il fait une septième place. C'est une très bonne performance, et puis surtout, il a pas craqué. C'est ce que je vois, même si la dernière étape vers la Plagne a été difficile pour Kevin Vauquelin. Il s'est maintenu au niveau là où je le voyais complètement exploser en montagne. Donc c'est pour moi une bonne surprise. Le coureur et l'équipe qui t'ont déçu. Donc un coureur qui t'a déçu et l'équipe qui t'a déçu. Est-ce que je vais m'acharner toujours sur les mêmes ou pas? Bah, non, mais objectivement, si on te demande un nom qui t'a déçu et une équipe, tu dis quoi? Oh putain, Groupama, quoi. Ouais, bah, je vais dire la même équipe, donc bon. Groupama Groupama est dans l'ensemble et puis le coureur doit être dans la même équipe ou Non, pas? non, 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 c'est un coureur. Non. Si tu me dis Pogacar, c'est Pogacar, hein. Je pense pas que tu me dises Pogacar. Non, non, non. Bah, du coup, je réfléchis parce que pour moi, l'équipe, c'était évident. Et Groupama, mais je peux pas vraiment en ressortir un dedans. Après, j'attendais énormément de Romain Grégoire. Mais bon, voilà. Guillaume Martin aussi, mais bon, voilà quoi. Après, un coureur qui m'a déçu. euh, C'est une bonne question. Il y a peut-être d'ailleurs peu de coureurs finalement décevants par rapport à ce qu'on attendait au départ de ce Tour de France, hein.
Ah non, bah, comme je t'ai dit, alors je vais pas du coup cibler un coureur, mais comme je t'ai dit, ma déception elle vient de ceux qui ont abandonné, mais c'est pas de leur faute, hein, ils étaient blessés ou malades, les gars. Donc je Ah peux oui, pas dire oui. Non, mais ah, je est-ce qu'il y a suis un déçu coureur de qui a Remco franchi? ou je suis déçu Oui, oui. Moi, Et ça, tu. c'est ma plus grosse déception du tour, c'est ça, c'est les abandons, quoi. Ouais, Parce qu'il y a toujours des bah. abandons sur tous les cours, mais voilà. Bah moi, ma déception, enfin, même si c'est un coureur qu'on a quand même beaucoup vu, ça reste Lenny Martinez, à la fois dans l'attitude et puis à la fois dans... Enfin, Lenny Martinez, on parle quand même d'un mec qui tape Joe Almeida en Tour de Romandie, qui tape des Jorgensen sur Paris-Nice, ou qui va gagner une étape du Dauphiné devant, en résistant parfaitement au meilleur du Dauphiné. Ce Tour de France, quand même, le niveau il était vraiment sur courant alternatif. Se prendre 10 minutes sur la première étape, alors que tu restes dans les roues, dans l'aspiration, j'ai l'impression que même toi et moi, on aurait pu rester plus longtemps que lui. Bah, c'est quand même assez terrible, quoi. Donc pour moi, c'est une déception de ce Tour de France, ouais, sur les résultats et sur l'attitude. Euh, J'en ai un, c'est bon. ah, J'en ai un. vas-y. J'en ai un parce que vraiment, je sais pas où sont parties ses jambes, je sais pas ce qu'il a foutu, mais vraiment. Et d'ailleurs, c'est tous les médias du pays sont d'accord avec ça, hein, pour le coup là. Donc là, c'est pas le seul, c'est Marc Hirschi. Ah bah oui, ah bah ouais, grosse Mark déception Hirschi aussi. se fait, pendant 3 semaines, Mark Hirschi s'est fait, contrairement à d'autres coureurs hein, qu'on a vus, hein, Mauro Schmitt a plutôt été apprécié, les coéquipiers qui ont fait le boulot, les Sylvain Dillier, les Fabian Linard ont été, mais alors Mark Hirschi, toute la presse helvétique, hein, on attendait beaucoup de son retour sur le Tour de France, avec Alaphilippe à la tête de cette équipe Tudor, et il a été mais transparent. On n'a même pas, enfin, on a dû le voir 2 fois à l'image quand il était lâché dans des cols au milieu d'étape sur ce Tour de France. C'était une catastrophe le Tour de France de Marc Hirschi. Et autant on l'aime et il fait des bonnes saisons sur des courses d'un jour ou des classiques ou des choses comme ça. Peut-être que c'est pas son truc, hein, les grands tours, les courses par étape de 3 semaines. Donc non, Marc Hirschi, une catastrophe. Parce que même pas, à la limite, s'il avait tenté, mais qu'il avait raté, comme Mauro Schmitt, quoi. Mauro Schmitt, il n'a pas tellement de résultats, mais il a tenté. Ils ont tenté des choses avec la Jayco. Ben O'Connor a remporté une étape. Lui, il n'est pas passé loin. À la limite, ben voilà, on l'aurait vu. Marc Hirschi, il aurait pu faire pareil. Il aurait pu aller dans une échappée et puis finir quatrième d'une étape, mais au moins on l'aurait vu, quoi. Puis on aurait dit, bon, ben, il n'a pas les jambes ou il n'a pas eu le bon coup Ouais. tactique, etc. Mais là, il a été mais transparent, mais de ouf, quoi. Au moins, à la Philippe, il n'a pas gagné, mais on l'a vu à la Philippe. Oui, oui, on l'a vu faire la première attaque chaque fois et puis exploser. Mais c'est vrai que Marc Hirschi, bon après on espère pour lui que comme chaque année traditionnellement, il reviendra à la mi-septembre pour nous faire une fin de saison avec les semi-classiques italiennes de haute volée. Et dernière question enfin, dernier prix de ces awards de Radio Fringale du Tour de France, qui est le coureur qui t'a le plus fait vibrer pendant ce Tour de France? Mathieu Van Der Poel. Je suis hyper déçu qu'il termine pas le Tour de France. Ah c'est Parce terrible, qu'il j'aurais aurait pu voulu le voir encore à faire une ou deux. Montmartre, hein. Et à Nantua aussi. Ouais, ouais. Ah, ouais, ouais, pourquoi pas. Si Groves passe, Van Der Ouais, Poel peut passer, donc... sous la pluie et tout avec Caden Groves. Tu le vois pas à la place de Caden Groves, là, gagner en solitaire? Si, si, non, moi aussi, c'est Mathieu Van Der... Franchement, j'hésitais beaucoup en y réfléchissant avec Valentin Paré-Pinte qui m'a procuré des émotions incroyables mais c'était sur une étape et bah, bravo Valentin, c'était incroyable, mais Van Der Poel quand même, voilà, il a été franchement, il aurait pu avoir le titre de super combatif, je suis sûr, s'il avait fait la dernière semaine parce que voilà, il a été dans tous les coups. Ce coup de Châteauroux là quand même, c'est assez incroyable. Le mec nous fait ce qui devait être une des pires étapes du Tour de France. À mon avis, pour moi, c'est dans le top 5 des étapes que j'ai le plus suivies et que j'ai préféré de ce Tour de France, quoi. Vraiment avec ce coup là génial. Il se fait reprendre à 700 mètres sur une étape de place, c'était juste incroyable. L'étape de Toulouse, c'est dommage. Je pense qu'il a mal géré son étape parce que sinon il y avait une victoire facile à aller chercher. Il était quand même très très fort, donc ouais, non, voilà. Je suis déçu, lui, au-delà du bilan, je trouve qu'il lui manque une deuxième victoire pour que le tour est réussi, même s'il a dû abandonner. Mais vraiment, pour que le tour est excellent, il aurait fini qu'il puisse finir le tour et aller gagner une deuxième. Et je pense que sous la pluie avec Van Aert, ça aurait donné un sacré affrontement sur cette étape des Champs-Élysées. Mathieu Van Der Poel qui n'a jamais remporté 2 étapes sur le même tour. Bah ça, on espère que Sur ça le, viendra, sur le, voilà, mais sur le voilà. Giro, il en remporte une. Sur les Tours de France auxquels il participe, il en remporte chaque fois une. Et pour un coureur qui est dans les meilleurs coureurs du siècle, qui est un ovni complet comme Mathieu Van Der Poel, c'est quand même une anomalie, quoi.
Tout à fait. En tout cas, il a montré que quand il veut se motiver pour venir faire le spectacle sur un grand tour, Mathieu Van Der Poel, il sait le faire. Donc, on espère qu'il refera de même dans les prochaines années. Écoute, pour avancer, je te propose maintenant qu'on discute un peu. On a chacun sélectionné plusieurs points sur lesquels voilà, on avait envie de passer un mot, on avait envie de discuter. Je vais te laisser démarrer. Je crois que alors, tu voulais nous parler déjà des. Je sais pas par quoi tu veux commencer. Tu veux nous parler des sprinters, du classement général ou de la sécurité. Quel thème tu veux prendre en premier? Vu qu'on parlait de Mathieu Van Der Poel, et justement tu parlais de cette étape de Châteauroux, ben on va parler de ça. On Des va parler des sprinters? étapes de plaine. Vas-y. On a eu durant ce Tour de France la polémique Thierry Gouvenou et certaines étapes comme l'étape de Laval, dont tu parlais, où justement il y a même plus de mecs qui tentent de prendre une échappée. Et Thierry Gouvenou était déjà en mode les équipes de sprinters cadenas, machin, les coureurs tentent plus. Et il y a un vrai problème dans le cyclisme actuel parce que c'est plus le cyclisme d'il y a 20 ans ou d'il y a 30 ans ou d'il y a 40 ans au niveau de la télédiffusion. Maintenant, on a des séries Netflix, on a l'avant-étape, on a l'après-étape, on a des gens qui commentent sur Internet comme nous, on peut regarder toutes les images en direct, en replay, machin, etc. Les canaux de diffusion et de regarder du sport ou de regarder des séries ou de consommer du contenu sont démultipliés par rapport à il y a quelques années où il y avait quelques chaînes et puis ben, on regardait le Tour de France au mois de juillet sur son canapé. Euh, Aujourd'hui, la consommation du sport a complètement, de manière générale, des canaux numériques et des fictions, de tout ce qu'on a dit, a complètement changé. Et les coureurs et les tours doivent s'adapter. Aujourd'hui, on en a parlé avec Titien, c'est quoi les étapes qui font le plus vibrer de manière générale sur le Tour de France ces dernières années? C'est les étapes, je pense qu'on est assez d'accord pour le dire, ça enchaînera avec ton prochain point, Titien, dans quelques minutes, c'est les étapes accidentées. C'est les étapes de puncher, c'est les étapes de baroudeur. Tu parlais de l'étape de Toulouse, mais les étapes de la première semaine, elles étaient cool aussi à regarder. Il y a l'étape de Carcassonne avec le solo de Tim Wellens qui était intéressant. Il y a l'étape de Pontarlier avec Eden Groves où des coureurs comme Romain Grégoire et tout auraient pu jouer sa carte. Donc tu peux avoir plein de coureurs différents, des échappés, des stars, des leaders du classement général. Tu peux avoir de tous ces coureurs. Et c'est ces étapes-là qui sont le plus fun à regarder parce que c'est là où il se passe le plus de choses, c'est plus dynamique que des processions sur le plat ou des étapes de montagne. Et justement, toi, tu avais choisi de parler des étapes de montagne, moi j'ai parlé des étapes de plat parce que si les sprinteurs continuent à jouer au con, ces étapes-là vont disparaître pour des raisons simplement de diffusion, de modèle économique, de lutte pour le temps d'attention. Et que l'étape de Laval, je pense qu'ils disent, mais les gars, si vous nous en faites encore une comme ça, il n'y en aura plus. Et heureusement que sur l'étape de Châteauroux, il y a Mathieu Van Der Poel qui y va. Alors que je veux dire, le plateau de sprinters et les équipes de sprinters, je ne sais pas ce que tu en penses, Titien, mais n'était pas absolument incroyable au bout d'un moment, avec notamment la perte de Philipsen. Il y avait de moins en moins d'équipes il y avait vraiment que deux équipes, hein, Merlier et Milan, donc Lidl Trek et Deceuninck Quickstep, enfin Soudal Quickstep, qui étaient, euh, qui étaient intéressés à arriver au sprint chaque fois. Mais je veux dire, si toutes les équipes qui jouent les victoires d'étape envoient un ou deux gars à l'avant, donc du coup ça fait des échappées de 6, 7, 8, machin, etc., c'est pas garanti que tu n'arrives pas avec un petit groupe. En tout cas, tu peux le tester, même sur des étapes sans grande difficulté. Et, euh, et ouais, ça va plus être possible. Ça va plus être possible au niveau du temps d'attention d'avoir des processions comme à Laval. Je veux bien que le peloton se repose, mais je veux dire, il y en a combien, Titien, des équipes qui ont rien gagné sur ce Tour de France et qui auraient bien été contents de pouvoir se battre pour quelque chose à Laval? Ouais, mais c'est compliqué comme problème. C'est toujours pareil. Moi, je suis toujours très étonné de voir des équipes de. Qu'est-ce que tu perds quand t'es un sprinter? Alors, c'est très. C'est pas sympa de dire de seconde zone, mais en tout cas, quand tu fais pas partie des deux trois favoris, on le voit sur ce Tour de France, t'as trois sprinters qui ont gagné, Jasper Philipsen, Jonathan Milan, Tim Merlier. Donc dans tous les cas, il y a que les top sprinters, les trois meilleurs sprinters du monde annoncés qui ont gagné, et encore Philipsen il gagne quand les deux sont pas là parce que je pense que Merlier et Milan aujourd'hui c'est les deux monstres du sprint et ils auraient bien pu tout prendre.
toutes ces autres équipes qui sont venues avec un sprinter et qui sur les étapes de plaine, effectivement, ne font que suivre. Bah, et moi, ici, effectivement, c'est un problème parce que tu fais rouler ton équipe et puis finalement, à la fin, tu finis 15e, tu finis 10e. C'est vrai que c'est qu'est-ce que ça te coûterait d'essayer de partir à l'avant, comme ça ton équipe se repose, comme ça ton équipe n'a pas à rouler et ton équipe et tu t'épuises les équipiers des principaux sprinters qui auront moins d'équipiers dans le final pour les emmener et toi par contre tu auras encore un bon train, tu seras frais, tu ne seras pas mis la pression. Moi, c'est ce que je ferais de la part de la plupart des équipes, mais non, on a toujours ces étapes où il se passe rien, où on se dit de toute façon ça va arriver au sprint, on va essayer de placer au mieux notre sprinter, etc. Et puis à la fin du tour, bah vu que les étapes de montagne maintenant ou de baroudeur pour gagner ces étapes-là, faut être un des plus gros champions du peloton parce que quand tu vois qui a gagné chacune de ces Et étapes, oui, c'est du Arensman, c'est du Wellens, c'est du c'est bien. voilà, c'est des champions, c'est des mecs qui gagnent déjà toute l'année. Il y a plus de Tour de France avec des étapes qui sont gagnées. On en avait parlé par des Calzati, des Dumoulin, des voilà tous ces coureurs-là qui allaient chercher des étapes dans les 20 années précédentes. Bah, Thierry Fedrigo. non mais voilà, vraiment, c'est bon, on prend des exemples français, mais il y a pas forcément que ça. Mais tu vois, un Bernucci qui avait gagné une étape c'était il y a très longtemps sur un Tour de France, mais voilà, des mecs qui pouvaient gagner à l'époque, des Giuseppe Guerini, des Serrano, enfin voilà, bon, je remonte un peu loin là, mais c'était des bons équipiers, mais c'était pas non plus des champions. Là, franchement, il y a que des champions qui gagnent. Donc, ça veut dire que toutes ces équipes-là qui, en plus, ne peuvent pas gagner ces étapes-là, ne peuvent pas briller en montagne, bah, tout miser sur son sprinter sur les étapes de plat, voilà, effectivement, ça tue le spectacle parce que plus personne peut en échapper. De deux, tu te donnes pas vraiment les moyens de gagner. Donc, moi, je suis d'accord, c'est toujours un petit peu étonnant, mais on dit ça, j'ai l'impression, depuis 10 ans, et depuis 10 ans, moi, c'est la même chose. Voilà, donc j'ai pas de solution. Je me souviens encore du pauvre Abrahamsen qui partait tout seul l'année dernière dans des schémas un peu galères sur des étapes où il aurait pu y avoir du mouvement. Enfin, bon, voilà. En tout cas, bah écoute, le jour où Van Der Poel et Ricard sont partis, ils étaient deux et pourtant ils ont bien failli gagner. Donc ça prouve que, voilà, il y a toujours des opportunités. Et on en parle du tour tu sais, tu parlais de ces sprinters un peu de deuxième catégorie, tu vois, qui sont dans la catégorie d'en dessous, comme Girmay ou Brian Cocard ou des mecs comme ça. On en parle du Tour de France de Intermarché Wanty ou de Cofidis ou de ce genre d'équipe. On en parle ou pas? Bon, après, C'est une catastrophe. Intermarché, Non, mais ils n'ont pas c'est eu de une. chance. Ils ont perdu beaucoup de Oui, mecs oui, rapidement. Mais l'équipe était articulée autour de Girmay. Ils n'avaient pas de grimpeurs. oui, non, mais Voilà, donc à la fin, ça donne pas grand-chose, c'est sûr. et qu'est-ce que tu perds à envoyer un Rouch en échappée, un Louis Barré, un Vance Synthematic, je déteste ce nom, imprononçable le mec. Un Hugo Page, un mec comme ça, sur une étape comme ça. Je veux dire, t'as toujours les autres pour placer Girmay dans le final, hein. Tu Oui, perds oui, rien à oui. envoyer quelqu'un. C'est pas comme si ces coureurs allaient jouer quelque chose sur des étapes plus accidentées, quoi. J'ai pas de, j'ai pas de réponse, mais effectivement, peut-être qu'ils pourraient nous, Non, mais nous c'est en n'importe donner. quoi, je veux dire, à un moment donné, les gars, si vous voulez, c'est pas un. Et puis, mine de rien, même sur les prix, les points, les price money, les machins, euh, enfin, je veux dire, tu as toujours une petite côte de quatrième catégorie ou un sprint intermédiaire à aller remporter. Je veux dire, c'est toujours ça qui tombe dans des caisses, dans des équipes qui ont des problèmes de budget, dans des équipes qui ont des problèmes de points. C'est toujours ça que, au pire, tu peux récupérer, quoi. Ouais, Astana, ils ont bien fait ça, hein. ouais, c'est clair. Ah bah écoute, je suis d'accord avec toi, donc j'ai pas de solution, mais dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, évidemment, hein. Ce qu'il faudrait changer, est-ce que les étapes de sprinter vont disparaître à force, voilà. C'est bon, déjà cette année, il y en avait quand même beaucoup moins, hein, puisqu'il y a eu 4 vrais sprints massifs et enfin il y a eu 5 sprints massifs quoi, grosso modo, donc c'est quand même pas énorme. 5 sprints. Philipsen, et 2 pour Ouais. Merlier et 2 pour Milan. Et les Eh, 2 pour Milan, il n'y a pas Merlier qui sprint. Ouais, bah écoute, on verra ça. En tout cas, tu as bien fait d'en parler. Je te propose de passer au deuxième point. Alors, je vais prendre un point, moi, que j'avais. Voilà, ça me tenait à cœur. C'est les étapes de montagne. Puisque tu parlais des étapes de sprint, Ah moi, oui, je vais parler justement. des étapes de montagne. Je trouve qu'elles sont plus du tout adaptées au cyclisme actuel. Finalement, je m'en suis pas rendu compte à l'analyse du parcours, mais maintenant que le tour est passé, je me dis qu'on a été quand même sur des étapes de montagne hyper stéréotypées.
à la fois dans leur construction pour le classement général, à la fois aussi pour le maillot à poids. Le maillot à poids, bah, le barème commence vraiment à être dégueulasse, hein. En fait, c'est sûr que j'ai compté, t'as juste 5 points. Enfin, si tu fais l'addition de toutes les arrivées au sommet et ensuite l'addition de tous les points qui étaient attribués sur l'ensemble des cols des étapes de montagne, tu as juste 5 points de plus sur l'ensemble des cols par rapport à juste 5 arrivées au sommet. Donc Ça la va pas. prime est Ça va vraiment pas. donnée et en plus, vu que, enfin, on a eu quand même beaucoup d'étapes de montagne qui étaient assez faciles à contrôler pour les équipes de favoris où c'était dur de partir. Quand je vois qu'il y a des vallées interminables avant les cols, quand je vois également finalement des cols comme la Plagne ou comme le col de la Losse par ce versant-là, ça correspond pas du tout au cyclisme actuel où on a vraiment besoin d'enchaînement, de pourcentage, etc. Et ça nous tue les étapes de montagne, en fait, ces montées-là, parce que c'est trop roulant, ça va trop vite actuellement. En plus, souvent, c'est des étapes où il y a des grandes vallées avant. Donc voilà, on se rend compte que finalement, et je trouve que ça a été le cas, par exemple, aussi sur le dernier Giro, les montées sèches, que ce soit le Finestré sur le Ventoux ou ici sur le Tour, enfin oui, sur le Giro c'était l'étape du Finestré, alors que l'étape de la veille vers Champoluc, bah voilà, quatre longs cols sans pourcentage important, bah voilà, ça a pas donné grand chose. Et là sur ce Tour de France, bah, les deux étapes de montagne où ça a le plus pétaradé, c'est le Mont Ventoux et c'est Hautacam. Par contre, ces grands enchaînements de cols, mais qui finissent à chaque fois par des montées ou voilà, hein, l'étape qui finissait à Super Bagnères comme l'étape qui finit à La Plagne ou l'étape qui finit au col de la Loze, bah voilà, ça vampirise tout. Évidemment que Vingegaard au pied du col de la Loze, mine de rien, il se dit pas je vais pouvoir attaquer des premiers mètres, t'as une montée qui dure 20 bornes à 5%, tu peux pas dans le cyclisme actuel avec l'aspiration, etc., partir. Donc voilà, que ce soit pour le classement de la montagne qu'il faut totalement revoir ou même dans la physionomie du classement général, ça allait pas cette année, toutes ces longues arrivées au sommet, là, il y a une vraie répétition des étapes de montagne. Finalement, elles se ressemblaient un peu toutes. Il n'y avait pas une seule étape qui finissait en descente ou par de la vallée où tu disais tu pouvais créer du danger, du mouvement. Donc voilà, moi je pense qu'il faut voilà, revoir un petit peu la copie. Je trouve que ASO réussit tout sur le Tour de France. Voilà, on a de moins en moins d'étapes chiantes, on a de moins en moins d'étapes de plaine où on s'ennuie. Vraiment des étapes, ils vont dénicher des petits trucs comme la Suisse normande, l'étape de Toulouse, l'étape de Carcassonne, l'étape de Paris. Voilà, tout va mieux, mais sauf les étapes de montagne où je trouve que on est toujours sur les schémas d'il y a 20 ans et voilà. Enfin, je sais pas ce que t'en penses toi, mais moi, je suis pas uniquement déçu par les coureurs, mais également je trouve que les physionomies d'étapes qui étaient proposées permettaient pas non plus d'énormes mouvements d'envergure. Je fais une vraie différence par rapport à toi. Globalement, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je vais quand même apporter des éléments dont tu n'as pas parlé qui me paraissent importants. Déjà, moi, je mets l'étape de Super Bannière de côté, parce que je trouve qu'elle est bien dessinée, cette étape, dans le sens où il n'y a pas de vallée. T'as une petite vallée entre Aspin et Persoud, mais là, t'as pas le choix. Mais sinon, si tu regardes, ben, le pied de Persoud, c'est Bannière de Luchon, et c'est également le pied de Super Bannière. Oui, Donc mais là, pour le coup... mais Mais non, mais Super si Mais tu quoi? n'arrives pas à Super Bannière et que tu arrives en bas de la descente de Perresourde, ce qui veut dire que le plus gros col de la journée, là où tu peux faire des écarts, c'est le Tourmalet, puisqu'ensuite tu as un deuxième catégorie avec l'Aspin et un première catégorie avec Perresourde. Et là, tu te dis, ah, bah, il va peut-être y avoir de la course dès le Tourmalet, vu que derrière, c'est le plus gros col de la journée. Tandis que là, bah, forcément, l'ascension de Super Bannière, personne n'allait se découvrir dès le Tourmalet. Là où tu te donnes une chance, alors je dis pas que ça va arriver, avec une étape voilà beaucoup plus ouverte comme ça, avec des cols plus dur au début et des cols moins durs après, de se dire ah bah l'étape elle peut partir de très loin parce que les leaders ils vont vouloir profiter du plus gros col de la journée. Ensuite ce sera pas forcément assez dur pour faire des différences. Et pareil, hein, enfin qui finalement je peux comprendre aussi Vingegaard qui se dit bah voilà il reste encore les 25 km interminables du col de la Loze, qui allait finalement attaquer dans le col du Pré, alors que derrière tu avais la vallée et l'interminable montée vers la plaine. Donc moi je trouve que mine de rien, ces grosses arrivées au sommet, elles vampirisent. Alors il en faut, mais je trouve qu'on a manqué d'étapes un peu audacieuses. Voilà, en termes de montagne, tout arrivé au sommet, donc t'attends la montée finale pour te faire la bagarre. Là où voilà, mettre des cols très très difficiles et ensuite mettre des cols toujours dans l'étape qui s'enchaîne, mais moins dur, ça te force à attaquer dans le col le plus dur. Voilà, c'était mon propos. J'étais peut-être pas assez clair là-dessus, mais oui, l'étape de Super Bannière était belle, mais Super Bannière a vampirisé l'étape.
Ouais, mais alors pour revenir sur pour moi, la problématique est différente dans les Alpes, dans le sens où il y a beaucoup de. Je suis bien placé pour le savoir, hein, je suis un alpin moi-même. Il y a beaucoup de routes, notamment aussi côté français, hein, pas seulement côté suisse, mais il y a beaucoup de petites routes qui sont très intéressantes pour faire des courses de vélo avec justement. Voilà. Le problème, c'est que là, je pense qu'il y a un côté modèle économique. C'est que Ah oui, oui, regarde sûrement. les deux stations. Mais regarde les deux stations dans lesquelles on est arrivé dans les étapes alpines. La Plagne, qui fait partie du domaine des Arcs, soit le deuxième domaine skiable le plus rentable et le plus grand et le domaine, on va dire, de montagne des Alpes le plus rentable de France. Et en premier, Courchevel, qui, je te le donne en mille, est situé à la première place de ce classement. Et donc, du coup, moi, je pense que c'est des stations, donc effectivement, les montées sont pas hyper intéressantes, hein. Le col de la Heuse côté Courchevel et la Plagne, voilà, à côté, c'est normal, c'est des routes qui sont faites pour avoir un pourcentage pour aller en voiture en station de ski, pour éviter que les routes soient, enfin, c'est des routes larges, dégagées, qui sont faites pour les vacanciers. Euh, à part évidemment le final, donc sur le sommet, une fois qu'on est à Courchevel, la partie piste de ski goudronnée, effectivement, voilà. Mais sinon, tout le reste, c'est une procession. Le problème, c'est que je pense que, et c'est une hypothèse, c'est que ces stations qui ont énormément de moyens, qui sont hyper sélectes et où une partie des élites parisiennes va passer soit ses vacances d'hiver, soit potentiellement l'été pour les activités d'été, moi je pense qu'elles mettent beaucoup de moyens pour être sur le Tour de France, qui est la course cycliste la plus regardée au monde et l'un des événements sportifs les plus regardés au monde. Et donc, du coup, ASO a pas tellement le choix, des fois, de dire, bon, ben, faut qu'on aille, etc. La connerie de cette année, c'était de les mettre les deux à la suite sur le même Tour de France. Ça, effectivement, ils se sont dit, bon, on est débarrassé pour une année, etc. Mais je pense qu'il y a des contrats très juteux de dire, ben, sur les 10 prochaines années, eh ben, vous venez, vous terminez, je sais pas, 5 fois à Courchevel. Parce qu'ils ont mis tant de millions sur la table. Et malheureusement, je pense que c'est comme avec des fois que le Giro, c'est des affaires de gros sous, et qu'effectivement, bah, ça nous donne des montées finales bah, pas hyper intéressantes, parce que bah, terminer à Courchevel, ben bof, quoi. Et puis terminer à La Plagne, ben bof aussi, quoi. Effectivement. Alors, ils ont tenté tout pour durcir avant, mais entre les problèmes de contamination du bétail et les problèmes de météo et de machin compagnie, ben c'est compliqué. Donc, enfin, rien n'allait dans le contexte de ce Tour de France, donc classement général déjà bien établi, plus météo, plus machin, plus truc, et en plus si tu as des montées comme ça à la fin, bah, j'ai envie de dire ben, bravo Timen Arensman qui a pu qui a pu en claquer deux sur des scénarios, donc Super Bannière et La Plagne, comme ça quoi. Non, tout à fait. Après, voilà. Moi, j'étais un peu déçu, donc fallait en parler parce que c'est vrai que franchement, ces longues ascensions à 7%, ça bouge pas. Voilà, c'est un peu compliqué. Autre sujet, puisque Mais remettez-nous le col de Rome. ah bah oui, Remettez-nous le non col mais de tu c'est vois, un ça col c'est un des Alpes. enchaînement incroyable, hein, Rome Voilà. Colombière, voilà, ça c'est très Oui, mais il dynamique. n'y a pas de thune. Mais tu vois, oui, 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 non mais c'est sûr, mais pareil, tu vois, le col du Pré, c'est un col, l'enchaînement Bizane, col du Pré, Cormet de Roseland ou Saisie, col du Pré, Cormet de Roseland, c'est des enchaînements qu'on adore, mais C'est c'est super. clair qu'après, bah, est-ce que tu as envie de te tuer alors que tu as une vallée plus une montée infernale, voilà. Bon, alors, je revois encore Florian Lipovitz qui était pas du tout qui était bien plus fort ce jour-là, à mon avis, qu'un Oscar Onley, bah voilà, il s'est bien fait piéger. Alors c'était la jeunesse, mais on sent bien que ces grandes montées-là, quand tu es tout seul face à des coureurs qui sont dans des roues, bah forcément tu cèdes beaucoup plus vite. Donc voilà, en tout cas, j'espère que Ah oui. on verra par la suite des étapes de montagne plus dynamiques dans leur ensemble. Il y a Écoute, moyen de faire dans les Alpes, c'est ça que je voulais dire. Donc vas-y, oui, prochain sujet, ouais, voilà. effectivement. Prochain sujet. Tu voulais parler, alors on va essayer de le faire pas trop de débat parce qu'on n'a pas le temps, mais si tu voulais en parler rapidement de tout ce qui va être public au bord des routes, sécurité, etc., notamment dans l'école, toi, c'est un truc qui t'a marqué. Ouais, là, c'est. Tu as des coureurs. On a eu beaucoup d'arrivées au sommet sur Tour de France, on en a parlé. C'est la suite logique de ce qu'on vient de dire par rapport aux étapes de montagne. Je sais pas si tu t'as lu, hein, j'ai lu deux, trois articles. Tu as des coureurs qui ne peuvent pas. Je parle même pas des suiveurs et des commentateurs, du staff, etc. Je parle des coureurs cyclistes, donc les acteurs principaux de la course, qui ne peuvent pas redescendre dans des bonnes conditions pour rejoindre leur car ou leur bus ou leur hôtel qui sont en bas dans la vallée.
Ouais. tu as le public qui reste. On regarde l'évolution du public ces dernières années, justement, avec le côté Netflix, avec la consommation sur les réseaux sociaux, etc., avec les capacités d'organisation. Aujourd'hui, tu as un public totalement différent, plus jeune, plus adolescent. Tu as toujours de l'alcool au bord des routes et des machins comme ça. Pas trop de soucis, heureusement, cette année, avec des animaux, parce que le message est quand même bien passé. Et on adore cette ferveur au bord des routes. Et je veux dire, là, il y a plusieurs fois devant mon écran, j'étais là, c'est mort, il va y avoir une catastrophe, etc. On a évité les grosses catastrophes, il y a eu des miracles, parce que ben, des fois, les coureurs, maintenant, commencent à être habitués aussi à ça. Et puis, de temps en temps, il y a des flics, des gendarmes qui regardent autour de la route. Mais il y a encore des cons qui courent à côté des coureurs. Et c'est pas, ils courent à côté des coureurs alors que la route est large et ils sont tout seuls à côté parce qu'ils sont dans un point non critique de l'étape. Et donc, du coup, bah, c'est pas grave parce qu'il y a vraiment une marge de sécurité. Tu te dis, bon, c'est un con, il court à côté d'un coureur, mais quelque part, il y a 0,1% de chance qu'il se passe quelque chose. Donc, ça va. On est dans le risque marginal. Là, on a des mecs qui courent alors qu'il y a une foule, la route est serrée, on est dans un moment crucial de l'étape, et il y a des gars qui courent à côté des coureurs alors que déjà le passage, il est pas large pour passer. Donc, moi, ça m'angoisse ce genre de truc. Et chaque fois, je souffre comme une barrière. Tu sais, t'as le moment des barrières au sommet des cols, dans les dernières centaines de mètres, dans les derniers hectomètres ou dans les derniers kilomètres, t'as les barrières. Et moi, mais je souffre, mais tellement parce que je me dis, oh, c'est bon, le risque est passé. Pogacar, Vingegaard, tout ça, ils sont des échappés, machin, ils sont tous passés correctement. La course n'est pas faussée, mais il va vraiment falloir réfléchir à ça parce que chaque année, il y a de plus en plus de monde. Chaque année, il y a de plus en plus de ferveur. Les comportements, ça va, ça vient. Mais je sais pas comment tu le ressens, toi, Titien, mais des fois, tu passes un miracle. C'est un miracle chaque fois que ça passe, quoi. Ouais, bah écoute, j'ai peut-être moins ressenti que toi. Enfin, ça a toujours été un peu le tour pour moi. Après, on peut appeler notre ami Richard Plougueux qui veut faire payer les gens pour venir voir le spectacle au bord des routes, notamment dans l'école. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Non, mais Ah oui, lui, c'est ouais, un con. ouais. Oui, oui, oui. Bon, on pourra pas parler de lui, mais non, mais j'ai pas de. Là, pour le coup, j'ai pas de solution. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Là aussi, c'est assez intéressant comme débat. Alors, peut-être qu'à l'intersaison, on pourra se pencher davantage sur le sujet si c'est un débat qui vous intéresse. Mais effectivement, voilà, il y a beaucoup de dangers pour les coureurs. Ben, on en a vu beaucoup quand même, je trouve, râler contre le public, leur dire de s'écarter, de pas toucher le dos. Je vois des coureurs des fois qui se prennent des bouteilles d'eau au visage qui n'ont rien demandé. Enfin voilà, Non, mais au c'est du secours, quoi. respect à donner aux coureurs. C'est beaucoup de monde aussi, effectivement. Donc voilà, après, ça a toujours été le Tour de Et pourtant, France. t'as vu, là-dessus, t'as vu, nos fans. Souviens-toi de l'étape du Markstein 2023 avec le virage Thibaut Pinot, parce que je pense que c'est les gens qui nous écoutent sur Radio Fringale et les gens avec qui on discute, les vrais fans de vélo, notamment francophones ou français. Euh, Tu te souviens de la montée? Il y avait, pourtant, j'ai rarement vu Ouais, ça autant s'était de monde super dans bien une passé, hein. montée. Il n'y a rien eu, il y avait pas eu de jet de trucs. Il y avait une ferveur incroyable. Les gens sont restés disciplinés et pourtant ils étaient à fond quoi. Ils étaient là et Thibaut qui passait. Tu avais l'impression d'avoir une marée humaine, etc. Il n'y avait pas de mecs qui lançaient des trucs. Il n'y avait pas de mecs qui sortaient de l'endroit pour la zone de sécurité. Il n'y a pas de mecs qui couraient à côté des coureurs. Et pourtant il y avait une ferveur incroyable et on se souviendra de cette image toute notre vie. Donc je veux dire, il y a moyen de regarder dans l'école, il y a moyen de regarder le Tour de France et d'être fan et de passer un moment incroyable et inoubliable sans se comporter comme un connard. Je veux dire, on, on le voit et je remercierai toute ma vie l'étape du Markstein pour ça parce que c'était vraiment incroyable. Et la plupart, et je le dis, hein, 99% des gens au bord des routes, et certainement 100% des gens qui nous écoutent sur Radio Fringale, sont des gens qui vont au bord des routes et qui se comportent bien. Et donc, du coup, c'est pas une attaque contre eux, c'est contre eux, il y a personne qui se sent visé dans ce que je dis. C'est juste que des fois, vraiment, c'est vraiment limite, quoi. Et on passe à deux doigts d'une catastrophe. Et heureusement, cette année, c'est passé, quoi.
Comme tu dis, voilà, c'est passé, mais c'est vrai qu'il faudra faire attention à ça dans les années à venir. Et encore une fois, hein, voilà, si vous allez au bord des routes, respectez les coureurs. Moi, voilà, c'est au-delà du public. Voilà, soyez civilisés avec les coureurs. Ils sont en plein effort. Leur balancez pas d'eau, au moins sur la figure. J'en ai vu pas mal comme ça. Écartez-vous. Voilà, ils les entendent vos encouragements. Ils sont en plein effort et c'est hyper appréciable. Voilà, il suffit simplement de prendre ces précautions. Et puis voilà, si ce sujet vous intéresse, hein, Nico, on fera une émission on pourra faire en tout cas une émission là-dessus, peut-être à l'intersaison, quand on aura le temps de faire Bien sûr. des longues émissions sur le sujet. Moi, j'avais un autre sujet dont je voulais parler, et puis après, je te laisserai conclure sur ton dernier point, le Tour de France des Français. Euh, alors. Kevin Vauquelin, il fait 7ème de ce Tour de France, c'est une super performance, c'est la confirmation, surtout que c'est... Voilà, Kevin Vauquelin, on en parlait surtout de lui comme un puncher, mine de rien, un puncher qui savait grimper, mais qu'on n'avait jamais vu en haute montagne. Son début de tour était conforme à ce que j'attendais, voilà, c'est un des meilleurs punchers du monde, Kevin Vauquelin, c'est un des meilleurs... Enfin, pas classic man, pas encore j'ai envie de dire, mais en tout cas un mec qui se débrouille super bien quand c'est nerveux, un mec qui roule très très bien, on l'a encore vu sur le chrono avec son excellent chrono, donc jusqu'à là j'étais pas surpris, et puis est venu la haute montagne, et dès l'étape de Hautacam j'ai été quand même très très agréablement surpris. Moi je pensais déjà que sur l'étape du Mont d'Or il avait eu des difficultés, je me suis dit ouais, ça va être fini pour Kevin Vauquelin. Et puis finalement, non, il a tenu tout le Tour de France. Alors certes, c'était dur, c'était trop dur d'aller chercher le top 5. On sent qu'il a encore voilà des lacunes, mais il est très jeune, hein, Kevin Vauquelin à 23 ans, donc ouais, c'est super déjà ce qu'il a fait. Je pense que ça a été un peu le chouchou des Français, mine de rien, pendant ces 3 semaines. L'année dernière, il gagne une étape. Cette année, il fait cette performance. Voilà, c'était un peu notre fil rouge du Tour de France. J'ai eu très peur pour lui sur l'étape de la Plagne. Mais finalement, voilà, il a tenu, il fait une belle 7ème place au général. Jordan Gégat qui fait 10ème du classement général. Alors lui, c'est également incroyable. Je l'attendais pas du tout à ce niveau et surtout à ce niveau de régularité. C'est Vauquelin ou Gégat, c'est des coureurs qu'on connaissait comme des coureurs de coups, comme des très très bons punchers grimpeurs, mais là ils se sont montrés plus que des bons grimpeurs. Sur ce Tour de France, Jordan Gégat, franchement, il aurait pu avoir ce maillot du combatif parce que je l'ai vu tous les jours dans les échappées. Voilà. Après. En termes de bilan, moi je suis quand même assez mitigé. Ils font un top 10, ces deux coureurs. On rappelle quand même que il y a eu beaucoup d'abandons. Joe Almeida, Remco Evenepoel notamment, Carlos Rodriguez, Primoz Roglic qui à un moment à mon avis aurait pu, si vraiment il avait cherché à faire la meilleure place possible au général, aurait fait une meilleure place que ça. Voilà, et puis surtout, bah, contrairement à ce qu'on avait dans les années 2010 plutôt, même dans les années 2000, là, Kevin Vauquelin, qui est 7ème au général du Tour de France, il est à 22 minutes au classement général. Le top 3, quand même, il est à plus de 12 minutes pour Kevin Vauquelin, donc c'est une super performance, mais on reste quand même loin de pouvoir prétendre à un podium. Au-delà de ça, moi, cette année, et c'est un peu la conséquence de cette ultra-domination de Pogacar à Vingegaard, j'ai l'impression qu'il y a quand même peu de coureurs qui ont joué le classement général. On l'avait dit l'année dernière, des mecs qui avaient fait top 10 comme Buitrago, comme Derek G ou comme Carlos Rodriguez, on les avait pas vus du Tour de France l'année dernière. Et bah cette année, j'ai l'impression que beaucoup d'équipes et beaucoup de coureurs se sont dit oh là là, mais je pourrais pas faire mieux qu'une 5ème, 6ème, 7ème place. Est-ce que ça vaut le coup que je me batte? Et je pense à des Thymen Arensman par exemple, je pense à des Ben O'Connor, voilà, enfin tous ces coureurs-là. Qui aurait pu finalement, même Ben Ili au début qui jouait pas le classement général, qui aurait pu jouer beaucoup mieux au classement général, mais qu'on préférait, à raison, pour Rensman, pour O'Connor qui repartait avec une victoire d'étape. Et d'ailleurs, je pense que c'était plus marquant pour eux et on les a beaucoup plus remarqués avec leur victoire que s'ils avaient fait 8 ou 9e du général. Donc voilà, il y a de moins en moins de monde qui joue le classement général. Donc je veux aussi relativiser la perf des Français, même si je suis très très content pour eux. Et après, dans l'ensemble du Tour de France, bah, à 500 mètres près, on repartait avec 0 étape. Hein. Il y a vraiment sur son rush, Valentin Paré-Peintre. Et pour le coup, c'était une magnifique victoire qui va chercher cette étape du Ventoux. Mais voilà, je trouve quand même que pour moi, Romain Grégoire, c'est une pépite absolue. Et même s'il a fait 2 belles étapes en première semaine, ben, il a complètement disparu sur la suite du Tour. Guillaume Martin, qui était habitué à être un fond de top 10, bah voilà, qui a 1h18 au classement général. Tu vois, un mec comme Valentin Madouas qui fait 21ème du général pourtant, mais je l'ai à peine vu sur ce Tour de France. Donc voilà, je trouve qu'on n'est pas non plus à la fête. Lenny Martinez qui devait être un peu nous emmener en montagne, bah alors il a fait
On l'a vu, Lenny Martinez, mais il n'était pas du tout à son niveau du reste de l'année. Donc voilà, je trouve qu'on n'a pas été tellement invité, mine de rien, à la fête. En témoigne l'équipe Groupama qui est quasi composée que de Français qu'on n'a quasi pas vu sur ce Tour de France. Même dans les échappées, je trouve qu'on a eu du mal à peser. Alors à la Philippe lève les bras, c'est plutôt cocasse, mais une 25 après un vainqueur d'étape, Axel Laurence qui est toujours à contre-temps. Donc voilà, bon, bah je vais pas taper sur les Français, mais je suis assez déçu après les belles trois victoires d'étape l'année dernière. Et je trouve que surtout l'année dernière, il y avait eu de l'audace avec ces victoires d'étape. Et cette année, voilà, enfin, bref. Bon, j'ai fait un long tunnel là, mais au-delà de cette vaillance de Kevin Vauquelin, de cette hargne de Jordan Jegat, mais je trouve que physiquement, on est quand même plus tellement invité, sauf exploit, à la table des meilleurs. Et que voilà, la retraite de Romain Bardet, de Thibaut Pinot coup sur coup, et le déclin de Julien Alaphilippe, bah, on est quand même en attendant que voilà, les gros espoirs se révèlent dans les années à venir. On traverse quand même une période en France assez compliquée. Donc voilà, moi c'est ce que je retiens aussi de ce Tour de France, que pour moi les Français c'est toujours un fil rouge, et j'ai été quand même plus déçu sur ce Tour de France que finalement satisfait. Donc je sais pas comment tu l'as vécu toi. Alors toi qui est pas voilà, français, tu suis peut-être plus les Suisses, mais quel regard tu portes sur nos Français sur ce Tour de France de ton côté? J'ai énormément de peine à leur en vouloir, pour la simple et bonne raison que plein milieu de son creux générationnel au niveau des résultats, et c'est totalement normal ce qui est en train de se passer. Tous les grands pays de vélo ont connu ça, les Italiens, les Belges, les Danois, pour l'instant ils rigolent, hein, mais quand il y aura plus Pedersen et Vingegaard, on va bien rigoler. Enfin, on dira, ils sont passés où les Danois, tu vois. Il y a des pays qui sont en ce moment, la Slovénie, le Danemark, la Norvège, on passait, regarde la Grande-Bretagne qui dominait tout il y a 10 ans. Aujourd'hui, ils sont bien Ils contents viennent de d'avoir gagner le Carondelet Giro. parce Ils viennent que de gagner le Giro. avec Simon Yates, ouais, Oui, voilà. bon, Mais à bah. l'époque, tu avais du Froome, Ah oui, Froome, oui, bon. Cavendish, Thomas. Ouais, ils ont la nouvelle pépite du La France est vélo en qui gagne déjà au World Tour cette année. Bon, bah, enfin, ça va quand même. Ils sont Brennan, pas ouais. Bah, malheureuses. c'est ce que je dis. Mais par exemple, Brennan pour les Britanniques, il y a Paul Sexas pour les Français. Oui, Et t'as bah, du Romain Grégoire, et t'as du Lenny Martinez. Ils sont super jeunes et ils doivent apprendre et ils sont pas forcément toujours dans les meilleures formations non plus. Et quand ils sont dans les meilleures formations et qu'ils ont du talent comme Pavel Sivakov, bah, ils doivent se mettre au service de coureurs plus talentueux. Donc, j'ai de la peine à leur en vouloir et moi, je prends le pari que c'est la dernière année où on a vraiment ce creux pour les Français et que là, la France, durant les 10 prochaines années, donc progressivement, hein, il y aura peut-être des retombées, mais progressivement, ça va devenir de plus en plus, ça va aller de plus en plus vers des jours radieux. Surtout qu'en plus, un des meilleurs coureurs français de ces 10 dernières années n'était pas là non plus. Quelqu'un qui est censé être dans son prime, c'est-à-dire David Gaudu, il a plein de soucis de santé et de choses comme ça, morales et tout en ce moment. Donc, bah, c'est compliqué aussi. Bardet n'est plus là. Euh, donc, c'était vraiment un contexte qui faisait que maintenant, Valentin Paré-Peintre est jeune. Kevin Vauquelin est jeune aussi, hein, il était dans la lutte pour le maillot blanc, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Euh, Dans les anciens, bah, je te dis, il n'y a que vraiment Guillaume Martin, éventuellement Bruno Armirail, mais qui est encore dans son prime, donc ça va, mais il n'y a que du Guillaume Martin ou Alaphilippe qui vont descendre, mais quand tu vois les pépites qu'il y a, est-ce que ça va sortir? Alors, est-ce que tous vont devenir des grands champions? Bah, statistiquement, non, on le souhaite, mais statistiquement, non. En revanche, vous n'allez pas me dire que parmi tous ceux qu'il y a, qui étaient soit absents du Tour de France, soit sur ce Tour de France pour prendre de l'expérience, comme Grégoire, Lenny Martinez et des choses comme ça, qui ont, je le rappelle, hein, 21, 22 ans, 23 ans. Enfin, je veux dire, ils sont encore pour la lutte pour le maillot blanc pendant des années, hein. Et je parle même pas des Paul Sexas ou du petit sprinter que t'aimes bien là. Paul Magnier. Voilà. Bah, ça, c'est des gars, tu vas pas me dire que dans les 5 prochaines années, je prends large, hein. Mais jusqu'à 2030, en gros, hein, 26, 27, 28, 29, 30, c'est pas des gars qui vont aller claquer des étapes et potentiellement des top 10 au classement général, voire mieux. Là, je veux dire, clairement, pour moi, dans les prochaines années, Romain Grégoire, ça a quand même bien la gueule d'un vainqueur d'étape sur une étape du Tour de France dans les prochaines années, avec un peu plus de chance, une progression, une meilleure préparation et tout.
Lenny Martinez, ça a quand même bien la gueule d'un mec qui va aller chercher une victoire d'étape en montagne. J'y crois. Enfin, je veux dire, s'il n'a pas de souci de santé, c'est écrit. Hein. Lenny Martinez gagnera des étapes de montagne sur le Tour de France. Il en a fait un objectif. Et pourquoi pas avec un maillot de la montagne ou un top 10 au classement général. Mieux que top 10, ça va être compliqué, mais potentiellement, c'est tout à fait quelque chose qui peut viser. Il y a du Paul Sexas. Il y a sur des étapes de punchy ou un peu sprinter ou un peu entre deux, là, il y a du Paul Magnier. Il y a Axel Laurence qui, sur des échappées, des trucs de baroudeur où il faut avoir une pointe de vitesse, peut en claquer aussi. Donc Valentin Paré-Pinte qui va rester comme un grimpeur sur cette étape de montagne et qui peut refaire des jolis raids ou des jolies choses. Donc pour moi, c'est la dernière année où vraiment c'est le creux, c'est le creux de la vague. Là, ça peut que remonter et je pense que ça va que remonter. Alors la question c'est jusqu'à quelle hauteur ça va remonter et quelle vitesse ça va prendre. Est-ce que ça va prendre plusieurs années à vraiment remonter ou dès l'année prochaine on verra des vrais progrès? Ça c'est la question. C'est pour ça qu'on va le suivre. Mais pour moi, le 2025 c'était vraiment le creux de la vague entre le très haut de 2019 et à mon avis, de ce que je vois, mais je suis pas prophète, mais je suis pas devin, mais de ce qu'on peut imaginer, le très haut de 2028, 2029, 2030, où là on aura des Français, à mon avis, au premier rôle, qui vont jouer les premiers rôles sur quasiment tous les profils. Eh bah écoute, j'adore ton optimisme et effectivement j'espère que dès l'année prochaine on reviendra en force pour jouer le top du classement général et également beaucoup de victoires d'étape. Et bah justement ça fait transition avec le dernier sujet que tu as pris. Tu voulais parler du classement général, tu me disais le tour de la transition et du renouvellement. Alors vas-y sur ce sujet. Oui, ben ça va dans la même ligne de ce que je viens de dire, donc je vais faire assez court. Pour moi, ce qu'on a vu à la fois de Pogacar et Vingegaard, et on en parlera à la fin de cette émission, c'est les prochains sujets justement. Donc ça, je le laisse de côté. Mais de ce qu'on a vu de Pogacar et Vingegaard, de ce qu'on a vu des jeunes et de ce qu'on a vu des gens qui gentiment arrivent à la fin d'un cycle, pour moi, c'est un tour qui annonce, c'est pas un tour qui confirme, hein, ça c'est peut-être pour l'année prochaine, mais c'est un tour qui annonce la transition, le changement de génération au niveau du classement général. Depuis la fin de l'ultra-dominance de la Sky, on a eu une hégémonie au niveau des classements généraux des grands tours, on retrouvait les mêmes coureurs. Enric Mas, évidemment Primoz Roglic, hein, qui quand même remporte 4 Vuelta et un Giro, le duo Pogacar-Vingegaard qui émerge durant cette période et qui aujourd'hui, ben, ils sont à leur top. Hein. Là, c'est un record, hein, ça fait 5 fois de suite que les deux sont aux deux premières places du Tour de France, donc du 21, 22, 23, 24 et 25. Donc c'est un record, hein, ça n'a jamais été fait dans l'histoire de... Le maximum, c'était 3 fois de suite, le même duo en tête. Donc là, vraiment, ils sont au firmament. Mais il y a des choses qui me disent que potentiellement ça va pas durer encore 5 ans. Peut-être encore l'année prochaine, à voir, et on verra après pour la suite. Et là, ce Tour de France, donc comme je t'ai dit, on a eu les mêmes, on a eu l'apparition et la prise de pouvoir de la génération de Tadej Pogacar et de Vingegaard, qui sont grosso modo, même s'il y a 2 ans d'écart de la même génération. Et on a eu également la fin de la génération des Pinot, des Bardet, aujourd'hui Tonton Primoz qui fait de la résistance, mais enfin voilà, jusqu'à quand, qui jouait le top 10 des classements généraux. Et là, on voit de plus en plus, on l'a vu sur le Giro, et on l'a vu sur le Tour de France, une nouvelle génération qui commence à montrer les dents. C'est encore des dents de lait, mais ça arrive, où on a du Pellizzari, Oscar Onley, Johannessen, Lipovitz, beaucoup de mecs de la Bora d'ailleurs. Sur le Giro, il y avait également. Parce que ouais, dans cette génération qui jouait les tops des grands tours depuis des années, il y a évidemment bah, il y a du Carapaz, du Bernal, des mecs comme ça. Mais on a du Del Toro, évidemment, dans les nouvelles générations. Et on a cette fin justement de génération qu'on a commencé à voir dans les années 2010, donc Carapaz, les frères Yates. Voilà, aujourd'hui Adam Yates il est à la rue et Simon Yates il remporte le Giro, mais c'est peut-être potentiellement Simon Yates le dernier grand tour qu'il va remporter de sa carrière. À voir dans les années à venir, hein, mais voilà, c'était peut-être son dernier grand coup d'éclat au niveau du classement général. Et donc c'est un tour qui pour moi effectivement est décevant au niveau du classement général, mais qui annonce la transition de ce que vont potentiellement être les 5 prochaines années, c'est-à-dire
la continuation des mecs qui sont actuellement dans leur prime, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, pourquoi pas des Félix Gall ou des mecs comme ça, des Carlos Rodriguez, et surtout comment vont se placer cette nouvelle génération des mecs qui sont nés, du coup, si je fais le calcul, des gars qui sont nés en 2002, 2003, 2004, 2005, voire, si je pousse jusqu'à Paul Sexas, 2006, ça va être très intéressant de voir ces gamins qui sont nés dans les années 2000, du coup, puisque la frontière, c'est Remco. Hein. Remco est de janvier 2000, donc tout ce qui est plus jeune que Remco, pour moi, c'est né dans les années 2000. Parce que cette génération qui est née dans les années 2000, dans les années Armstrong, on va dire, sur le Tour de France, va progresser, et à quel point ils vont pouvoir ou non, ça va être la question qu'on va se poser dans les prochaines années, mais on va pouvoir en discuter peut-être après, vont pouvoir ou non ébranler cette hiérarchie établie depuis 5 ans, Vingegaard, Pogacar et le reste en dessous. Moi, ça m'intéresse, ça me stimule, et je me pose la question, il y en a un qui a déjà commencé à essayer de le faire, Remco a essayé de le faire l'année passée, il y en a un qui a essayé de le faire cette année, c'est Lipovic, pour l'instant sans succès, mais il y a des prémices qui nous montrent qu'ils sont pas loin. Et pour peu que des Paul Sexas ou d'autres méga pépites, parce qu'on parle beaucoup de Sexas, mais il n'y a pas que lui, méga pépites continuent à progresser, finalement, la transition, la changement de génération peut arriver peut-être plus rapidement que prévu à l'horizon des 5 prochaines années. Ouais, bah écoute, Nico, je suis plutôt d'accord avec toi sur ce point. C'était, voilà, t'as tout dit, donc je vais pas plus développer, mais moi je trouvais que c'était un vrai vent de fraîcheur sur ce Tour de France. On a vu que des visages nouveaux, hein. Qui s'attendait à Oscar Onley, quatrième du Tour, Florian Lipovic, podium, Kevin Vauquelin, septième, Tobias Johannessen, sixième. Donc ouais, c'est hyper rafraîchissant, c'est hyper, voilà, ça change par rapport à l'année dernière. On avait 3 UAE dans les 6 premiers de la course et puis 2 Visma dans les 8 premiers. Voilà, ces deux équipes occupaient et plus la Soudal avec Landa et Remco l'année dernière. Voilà, ils prenaient 7 des 10 places du classement général à eux tout seuls. Donc cette année, voilà, à part les deux Red Bull Bora, on a que des équipes différentes, que des coureurs nouveaux dans le top 10. Donc c'est hyper sympa. Effectivement, ça, voilà, en tout cas pour l'avenir, on voit qu'il y a des nouveaux coureurs qui arrivent, qu'il y a un nouvel ordre sur les grands tours. Donc c'est hyper, même sur le Giro, on a vu des nouvelles têtes avec Del Toro. Donc c'est hyper sympa. Et bah écoute, cette base du classement général, je te propose de conclure l'émission en faisant un petit focus sur les deux premiers du classement général, puisque finalement il y a des grosses questions qui se posent à l'issue de ce Tour de France. Tadej Pogacar qui remporte ce Tour de France devant Jonas Vingegaard. Alors sur Tadej Pogacar, on a entendu ses déclarations, on a vu sa manière de gérer le Tour de France. On a senti quand même un coureur, voilà, qui était usé, fatigué mentalement et donc a fortiori physiquement. Il a dit qu'il savait plus trop ce qu'il faisait là, que le Tour de France, voilà, on sent bien que c'est pas comme les classiques pour lui qui s'y amuse moins, etc. Est-ce que ça veut dire qu'il y retournera pas? Moi, je pense pas, parce que Tadej Pogacar, il a quand même un record à aller chercher l'année prochaine, un 5e Tour de France. Voilà. Par contre, ça peut vouloir dire que une fois ces derniers records à aller chercher, il peut vite arrêter le vélo. Il a dit que les Jeux Olympiques de 2028, déjà, ce serait une bonne base pour voir où il en est, s'il a envie de continuer après. Et ensuite, il a dit que son contrat, dans tous les cas, jusqu'à 2030, qu'il l'honorerait, mais qu'ensuite, voilà, il serait temps de penser à la retraite. Donc, on n'a pas encore fini avec Tadej Pogacar, mais c'est la première fois dans la carrière du Slovène une baisse de motivation en tout cas. Et puis Jonas Vingegaard, il y a aussi des questions à se poser. Il vient de faire deuxième de ce Tour de France pour la deuxième année de suite. Il était là, il est très très fort, mais il est loin de Tadej Pogacar. Il finit à pas loin de 5 minutes au classement général. Donc voilà, malgré tout, un Jonas Vingegaard fort, on a senti, et moi j'ai trouvé un Jonas Vingegaard qui a pas de solution, qui donne tout, mais on l'a bien vu sur les 2 derniers jours, il était résigné. Jonas Vingegaard, il a plus tenté, donc quel avenir également, c'est un peu la question que je vais te poser pour le Danois. Est-ce qu'il doit continuer à essayer de venir titiller Pogacar sur le Tour de France? Est-ce qu'il n'est pas le temps pour lui également, parce que Vingegaard, alors il est encore jeune, mais voilà, il doit avoir quoi, 28, 29 ans, donc voilà, l'âge avance, comme tu as dit, il y a des nouvelles générations de cracks qui arrivent au fur et à mesure. Il n'a pas de Giro, il n'a pas de Vuelta, il n'a pas de classique. Est-ce que s'entêter sur le Tour de France chaque année, ça peut pas faire de lui un mec? Alors il y a toujours ces 2 Tours de France, on ne les enlèvera pas, mais est-ce qu'il serait pas temps d'aller garnir le palmarès avec d'autres courses? Donc voilà, comment tu vois un peu le futur de ces 2 coureurs comme pour Poggi? Pour toi,
qu'est-ce qui lui reste comme défi à Poggi et pour Jonas, où est-ce qu'il doit aller? Qu'est-ce qu'il doit faire pour la suite de sa carrière? Alors, les deux cas sont assez différents, même s'il y a un point commun. Je pense que les deux, on a dit, hein, ça fait 5 années que c'est les deux meilleurs, mais de la tête et des épaules, sur le Tour de France. Une fois l'un, une fois l'autre. Voilà. Et globalement, Poggi a l'avantage, on va dire, individuel, mais Vingegaard, par une meilleure stratégie, des fois une meilleure équipe et parfois des coups du sort comme des blessures ou autres, arrive à l'emporter et être le rival de Tadej Pogacar. Et cette rivalité restera dans l'histoire du cyclisme. Je pense que les deux, commencent à être rincés. Parce que tous les ans, ils doivent faire la préparation parfaite et subir les trucs de l'équipe et machin, et la pression des sponsors, des préparateurs, du public, des marketing. Il y en a un qui est une superstar en Slovénie et dans le monde entier. Il y en a une qui est une superstar dans le monde du cyclisme et au Danemark. Je pense qu'ils sont les deux loulous, ils commencent à être fatigués et je parle même pas de physiquement parce que physiquement ils sont dans leur prime. Donc normalement ça doit aller, mais c'est surtout la tête quoi. Et quand t'as la tête qui suit plus, ben tu fais un peu moins d'efforts, tu pousses un peu moins à l'entraînement, t'as moins envie de te donner et donc du coup ça impacte forcément tes performances, tu récupères moins bien, t'as moins d'envie, ça impacte forcément que ce soit à court, moyen et à long terme, ça impacte tes performances physiques. Je pense que les deux loulous, ils sont dans des situations différentes, mais ils commencent à bien tirer la langue sur le Tour de France, dans le sens où ça fatigue, ça prend énormément d'énergie mentale. Et on a entendu Vingegaard avec sa femme, lui il aimerait bien, Vingegaard c'est quand même à la différence de Pogacar, Vingegaard il est père de famille, donc il aimerait bien passer plus de temps avec, plutôt qu'être en stage en altitude, en préparation, en reconnaissance du parcours du Tour de France, en machin, il aimerait bien pouvoir passer plus de temps avec sa famille. Et Pogacar, ben, on le sait, hein, il est sur tous les fronts de février à octobre, du Tour UAE jusqu'au Tour de Lombardie, et qu'il aimerait bien pouvoir avoir des vacances d'été à aller juste sur le bord de la route, encourager Ourska, mais il peut pas parce que, enfin il pourra peut-être les prochains jours là, mais là il peut pas parce que il a l'obligation de jouer le Tour de France parce que c'est le meilleur cycliste du monde, donc forcément les sponsors, ben, ils veulent qu'il soit sur la plus grande course du monde pour qu'il la gagne. Et je pense que lui, ça le gonfle de ouf, parce que lui, il veut courir comme Mathieu Van Der Poel, quoi. C'est-à-dire pouvoir choisir des étapes où il se lâche, comme à Paris, ou des étapes où il se lâche pas. Il veut pouvoir ne pas calculer, il veut pouvoir mettre un dossard le dimanche, terminer sa course et dire, ben les gars, on se voit la semaine prochaine sur Liège, sur la Classica San Sebastian, machin, etc. Et non, il peut pas, il doit se taper les... Et je pense que ça doit... Sur une année, ça va, 1 ou 2 années, ça va, mais depuis 5 ans, ça doit le gonfler de faire les stages en altitude et de faire la bonne préparation et la reconnaissance, machin, parce qu'il y a le sport. Ah, il y a Vingegaard, hein, attention, il y a Vingegaard, il faut bien se préparer et tout, alors que sur le Giro, tu te dis, bon, quand il va sur le Giro l'année passée, ben Poggi il se dit bon ben il y a pas une énorme il y a pas Vingegaard, donc j'ai pas besoin d'avoir une aussi grande préparation, je peux m'amuser, je peux attaquer quand je veux parce que je suis tellement 18 niveaux en dessus des autres que voilà. Alors que là non, il doit tout calculer, il doit faire attention parce qu'à chaque fois qu'il accélère, il sait qu'il a l'autre danois dans la roue, donc il peut pas courir comme il veut, et qu'au bout d'un moment ben c'est un être humain et c'est un gamin qui a dit moi tant que je m'amuse sur le vélo, je continue. Et là, on l'a vu cette dernière semaine, Pogacar, il s'est pas amusé sur le vélo. Et je pense que ça le gonfle, parce que c'est un mec qui a la passion, un gamin qui a la passion du vélo, qui a la passion de la gagne. Et que quand on doit lui dire, quand t'as les DS qui doivent lui dire attention à tel virage, attention à la météo, attention, 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 déjà ça le gave. Et quand t'as l'autre Danois dans la roue, ça doit le gaver aussi, parce qu'il dit, mais chaque fois que je bouge, j'ai deux Visma, trois Visma dans la roue, ben comme à Paris avec Van Aert, alors il a félicité Van Aert, etc. Mais sur le Tour de France, il sait qu'il a les Visma dans la roue tout le temps et que ça doit le gonfler. Et alors que c'est pas pareil, hein, sur les classiques, il y a Van Der Poel qui attaque, il le suit, après il suit Van Der Poel, après il y a un autre, après il y a un mouvement de course, etc. Et, et que personne n'est à l'abri du spleen ou la fatigue mentale. Euh, alors, maintenant, pour l'avenir, je pense que on va vouloir en parler. Je suis d'accord avec toi, Titien, sur le cas Vingegaard. Euh, il faut qu'il aille gagner d'autres courses. Un mec aussi fort que Jonas Vingegaard, qui a des performances extra-physiologiques, ouais, il a atteint son plafond, etc. Mais il faut voir la hauteur du plafond. C'est pas un plafond, la hauteur, c'est un building, c'est un immeuble de 18 étages. Il a des performances de fou furieux, Jonas Vingegaard. C'est juste qu'il y en a un qui est plus fort que lui.
Mais s'il va sur n'importe quelle autre course par étape en étant à son pic de forme, il défonce la concurrence. À l'heure actuelle, peut-être que ça va changer dans les années prochaines. Si j'étais Jonas Vingegaard, je me dépêcherais d'essayer d'aller gagner une Vuelta et un Giro, histoire de faire partie du club qui a remporté les trois grands tours, parce que c'est pas dit qu'il puisse le faire encore longtemps dans les prochaines années, au vu des gars qui arrivent et au vu potentiellement d'une fatigue ou d'un déclin qui peut arriver. Alors pas tout de suite, et en tout cas on l'espère pour Jonas Vingegaard, mais potentiellement dans les 3 ou 4 prochaines années. Donc je me dépêcherai d'aller garnir les prochaines saisons un autre palmarès. Le cas Poggi, on en reparlera, Titien, mais c'est un cas qui est un peu plus. Moi, je le vois bien. Il a toujours dit, Poggi, et je termine par ça, parce que je te laisse répondre. Poggi, il a toujours dit, tant que je m'amuse sur le vélo, je continue. Le jour où je m'amuse plus, je bâche, j'arrête, parce que j'ai déjà gagné pas mal de trucs. Ça, on va pouvoir en reparler. Poggi, moi, ma prédiction, c'est qu'il va honorer la fin de son contrat. Et qu'il se posera la question de ce qui lui manque et de ce qui lui manque pas à ce moment-là, et qu'il aura 31 ans et demi, 31, 32 ans à la fin de cette année-là, et qu'il se posera la question de s'il arrête ou pas sa carrière. Moi, si ça se passe bien pour lui et qu'il gagne les trucs qu'il a envie de gagner d'ici là, un Paris-Roubaix, comme tu l'as dit, un 5e Tour de France, la Vuelta, les trucs comme ça, il a largement les moyens, les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028, et qu'il sent qu'il commence à décliner et à plus autant s'amuser sur un vélo, moi je le vois bien arrêter en 2030 en disant merci pour ce moment, c'était sympa, c'est ma décennie, la décennie 2020. Maintenant, je laisse d'autres pour la suite et puis je vais faire aller rouler avec Kourska dans la montagne avec mon petit VTT quoi. Ouais. Écoute, moi pour Vingard, je vais rien rajouter parce que voilà, bon, de toute façon on est à peu près d'accord. Effectivement, faut plus qu'il fasse une fixette sur le Tour de France. Et puis voilà, on a bien vu que l'enchaînement de Giro Tour l'année dernière, Pogacar l'a fait. Pourquoi pas Vingegaard? Ça peut être un objectif pour lui. En tout cas, il faut aller garnir le palmarès et je crois qu'il sera au départ de la prochaine Vuelta. Donc il a bien raison. C'est un coureur d'exception. J'aimerais bien le voir s'essayer un jour sur les Ardennaises. Je sais que c'est pas forcément son truc, mais déjà j'aimerais bien qu'en fin de saison il nous fasse la vraie fin de saison, qu'il aille au mondiaux quand même sur un parcours à 5000 mètres de D+. J'ai envie de le voir là-dessus. On a vu en début de Tour de France que les étapes nerveuses, vallonnées avec du punch, il sait faire. Donc voilà, je me dis que s'il veut aller garnir son palmarès, il a un super terrain de jeu, Jonas Vingegaard, et j'aimerais bien le voir changer. Je pense que lui aussi, il doit être un peu là de cette préparation pour le Tour de France, etc. Donc voilà, je pense qu'il doit aller se fixer de nouveaux objectifs, ce qui l'empêche pas toujours de se présenter au départ du Tour de France et de tenter d'aller gagner, d'autant plus que Pogacar, voilà, on ne sait pas ce qui va advenir des prochaines années, notamment de cette lassitude. Moi, l'avis que j'ai sur Pogacar, c'est qu'il lui reste 2 adversaires, un qui est toujours en activité, le dernier vivant pour lutter face à Tadej Pogacar, c'est Mathieu Van Der Poel, et que de toute façon, tant qu'il n'aura pas gagné Milan-San Remo et Paris-Roubaix, il sera là. Je pense qu'il va mettre potentiellement du temps à les gagner. Alors peut-être qu'il me fera mentir et qu'il les gagnera les deux l'an prochain, mais je pense que Mathieu Van Der Poel, il est pas encore trop vieux. Lui, il se met en tête également de remporter le maximum de... Pardon ? Tu as 30 ans. Oui, voilà. Donc, Mathieu Van Der Poel, il a encore cet objectif de rafler les monuments et de devenir notamment le plus grand Flandrien de l'histoire. Tadej Pogacar, on a bien vu que lâcher un Van Der Poel sur les pavés de Roubaix, même s'il a été incroyable, c'est quand même très, très difficile. Milan-San Remo aussi. Donc, c'est 2 défis qui doivent le motiver. Et je pense que tant qu'il les aura pas, voilà, il doit battre son dernier adversaire vivant sur un vélo, puisque Vingegaard n'est plus vraiment un adversaire qui peut le battre aujourd'hui, donc voilà. Et puis derrière, il lui restera un adversaire qui court plus, c'est Eddy Merckx et c'est l'histoire tout simplement. Et est-ce qu'il va être motivé derrière en tout cas pour moi, Pogacar, je pense qu'il sera assez motivé pour aller au moins égaler le record des victoires et se joindre aux 4 fous furieux qui ont réussi à gagner 5 Tours de France, qui est une performance exceptionnelle. Je pense que mine de rien, là, il a cette fatigue mentale, cette usure de la saison, mais quand on sera à l'hiver, c'est quelque chose qui... Voilà, c'est 2 défis pour l'année prochaine, c'est classique qui lui manque, et de rejoindre l'histoire qui vont le motiver. Si l'année prochaine, franchement, si l'année prochaine, il remporte Milan-San Remo, s'il remporte Roubaix et qu'il rejoint le club des 5... effectivement, il va quand même falloir se poser des questions sur sa volonté de rester. Alors, il lui manquera une Vuelta au palmarès. Est-ce qu'il va y aller cette année? Peut-être, on ne sait pas encore.
Donc ça, on le verra dans quelques semaines. Effectivement, je pense qu'il y a un objectif qui peut le motiver à terme, c'est les JO. C'est vraiment ce qui va lui manquer. Il l'a dit d'ailleurs dans sa interview, il a dit je me fixe comme objectif les JO de Los Angeles dans 3 ans, c'est ça. Donc voilà, en 3 ans, il a quand même le temps de rafler des choses. Moi, je pense qu'il retourne. Voilà, il a cette usure mentale, il va faire un reset, il va déjà sûrement se reposer. Je doute qu'il aille à la Vuelta dans cet état d'esprit. Et à mon Il avis, ira en tout pas. cas, voilà, il a déjà un maillot de champion du monde et je pense que ça le motive énormément d'avoir ce maillot à aller gagner. Le Lombardie, voilà, ça peut être le record du Lombardie, ça va finir par bien être un objectif. Donc voilà, je pense qu'il a encore de quoi le motiver, même sur le Tour de France. Par contre, effectivement, il y en a qui parlaient d'une saison, il ferait pas le Tour de France, mais finalement, je me dis, bon, bah, enfin, est-ce qu'il va en plus s'amuser à faire un doublé de Giro Vuelta? Parce que finalement, les classiques, ça se finit en avril. Qu'est-ce qu'il va faire le reste de la saison? Donc, j'imagine pas Tadej Pogacar venir sur un grand tour, et notamment un Tour de France, en se disant, je vise que les étapes que je veux. Et voilà. Et après, il va y avoir un nouveau défi. Je pense que l'année prochaine, c'est ça le défi. C'est ce 5e Tour de France, rejoindre le club très très fermé. Ce serait d'ailleurs classe qu'il s'arrête à 5 Tours de France et qu'il ne cherche pas forcément à les battre. Et puis, assez classique. Par contre, comme tu dis, il y a toute cette jeune génération émergente qu'on voit arriver. Et on ne sait pas quel sera leur niveau. Peut-être que l'année prochaine, ce sera un peu trop court, mais dans 2 ans, sur le Tour de France 2027, et voilà, il va peut-être avoir un nouveau challenge avec des adversaires où lui, il commencera un petit peu à faiblir avec cette usure physique mentale et eux, ils deviendront plus forts. Et là, il y aura un nouveau défi qui va être comme je dirais, je sais pas, en foot, au tennis par exemple, avec un Djokovic qui est en train d'essayer de lutter pour encore exister face à la nouvelle génération. Peut-être qu'il y aura un dernier défi dans sa carrière qui va être d'arriver à battre cette jeune génération incroyable qui a l'air d'arriver. Donc, voilà, là il a besoin de faire un reset, la saison a été longue, il s'est pas arrêté finalement Pogacar de la saison, ça va lui faire du bien, j'espère pour lui qu'on va pas l'obliger à aller sur la Volta parce que je pense qu'il en a encore aucune envie, pardon, Et mais puis ça va, UAE, ils ont du matos. voilà, ils ont du Ça va, ils ont matos. du matos envoyé, hein, je veux dire, Ayuso, Del Toro. Oui, 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 non mais j'ai pas de doute là-dessus, mais en tout cas, pour moi Tadej Pogacar, il a encore des beaux défis devant lui et je pense que cet hiver il va réussir à se remobiliser donc voilà. Et le Tour de France, son histoire elle est pas finie avec le Tour de France. Je pense vraiment qu'il est à mi-carrière. Je pense vraiment qu'il est 2025, c'est la mi-carrière de Tadej Pogacar et que maintenant il va essayer un peu plus de cibler. Moi, je le vois bien faire comme l'année passée, terminer par une saison de classique. Le, le parcours du championnat du monde, ça lui convient quand même très très bien. Parce que c'est un peu dur pour les Mathieu Van Der Poel, Wout van Aert, les gars comme ça. Donc finalement, ses plus gros adversaires sur ce type de course, il aura un avantage dessus. Et que si Vingegaard va faire, qui est un de gros adversaires sur un parcours comme ça, si Vingegaard va faire la Vuelta et potentiellement la gagner, Vingegaard, il va enchaîner Tour de France Vuelta, il va quand même être les championnats du monde, c'est juste après. Il va quand même être un peu rincé, l'ami Jonas. Donc moi, je le vois bien faire le même programme que l'année passée, du repos, aller s'amuser sur des classiques canadiennes, trucs comme ça, parce qu'il aime bien ces courses-là, et puis ça correspond, c'est une bonne préparation, et faire le doublé comme l'année passée, championnat du monde, record du Lombardie, et partir en vacances. Il y a aussi un autre record qu'il faut pas oublier, qui peut potentiellement l'intéresser, et où il est totalement dans les temps, c'est le nombre de monuments remportés par Eddy Merckx. Pour l'instant, il a fait la moitié, Tadej Pogacar, et en plus, ben, il vise Milan-San Remo et Paris-Roubaix, donc qu'il n'a pas encore gagné, donc ça rentre totalement dans sa liste. S'il remporte Tour de Lombardie, ben, ça fera mine de rien une année à 3 monuments. Si on compte jusqu'en 2030 et qu'en moyenne, il remporte 2 monuments par saison, ce qui est une moyenne potentiellement basse, parce qu'à certaines années, il en remporte 3. Mais si on dit qu'en moyenne, il remporte 2 monuments par saison et qu'il a envie de taper, tout faire pour taper soit un Paris-Roubaix, soit un Milan-San Remo, bah, mine de rien, en 5 ans, il est au niveau de taper le record d'Eddy Merckx du nombre de monuments. Ça, c'est, je pense, quelque chose qui peut le motiver aussi. Euh, donc oui, effectivement, il y a des dossiers et je suis persuadé que de toute façon, l'année prochaine, il sera au départ du Tour de France parce que le Giro, il l'a déjà gagné. Et que l'année prochaine, effectivement, il peut se faire il peut peut-être moins pousser sur les Ardennaises, avoir une plus grosse période de repos et de préparation, et donc enchaîner les classiques de début de saison, flandrienne, faire une grosse coupure, revenir, pourquoi pas. Ah oui, info aussi dans les médias locaux. Il a dit qu'il voulait aussi remporter la plupart des courses World Tour d'une semaine, et il n'a pas encore remporté ni le Tour de Romandie, parce qu'il n'a pas participé, ni le Tour de Romandie, ni le Tour de Suisse. Ça Donc, t'arrange bien. petite pièce,
Quoi? Ça t'arrange bien, c'est les deux courses suisses. Il va être là pour les Mais gagner. alors, peut-être pas le Romandie, mais je le vois bien, vu qu'il a déjà remporté le Dauphiné et le Slovénie, je le vois bien faire le Tour de Suisse l'année prochaine comme préparation au Tour de France. Tu sais, comme course de reprise après les Ouais, classiques. ouais, pourquoi pas. Vu Et qu'il a déjà fait le Dauphiné cette année. ça lui laisserait une semaine de plus pour décompresser. C'est possible. Exactement. Donc moi et vu qu'il n'a pas encore gagné le Tour de Suisse, moi je le verrais bien venir sur le Tour de Suisse l'année prochaine avec les classiques en début de saison, Tour de France, et s'il arrive assez frais sorti du Tour de France, pourquoi pas aller enfin essayer de décrocher une Vuelta, parce que là il a vraiment besoin d'un break et que je le vois pas enchaîner directement sur la Vuelta, surtout s'il veut être arrivé en forme pour les championnats du monde où il compte bien faire le doublé. Ouais, tout à fait. Et peut-être qu'un jour le Grand Prix de Zurich, avant qu'il finisse sa carrière, reviendra et qu'il pourra ajouter son nom également à cette magnifique classique de notre enfance. Non, mais Il a effectivement, déjà, il a déjà gagné à Zurich, hein, c'est bon. c'est vrai, c'est vrai. Écoute, je pense qu'on a fait le tour pour ce débrief du Tour de France. On est même allé plus loin, donc c'était chouette. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter, mais je pense on a bien analysé tout ce qui s'est passé sur ce Tour de France. Et puis ben, surtout, ben, merci de nous avoir suivis durant tout ce Tour de France. Et autre chose, la saison cycliste est loin d'être terminée. Il y a les classiques espagnols là en ce moment UAE se balade, hein, je crois qu'on peut le dire. Hein, UAE fait une petite razzia sur les semi-classiques espagnols en ce moment. Il y a la Vuelta qui se profile avec potentiellement, Titien, je pense que tu peux le dire également, une start list pas piquée des hannetons, comme on le dit. Non, non, Donc bah, il une y aura Vuelta tout le qui monde, pourrait hein. être une sortie qui pourrait être très intéressante. Des championnats du monde à Kigali entre justement un parcours très alléchant et les polémiques liées à la situation en Afrique centrale et au Rwanda, etc., etc. On aura l'occasion d'en reparler. Et puis on parlera évidemment, Ticia, on peut aussi donner à lécher tout ce qui se passe, parce qu'il se passe des choses pas forcément énormes, mais quand même deux, trois trucs intéressants au niveau des transferts. Je pense qu'on pourra en reparler également d'ici la fin de saison, tout ce qui est transfert et Tout à mercato. fait, tout à fait. Mais tout ça, vous inquiétez pas, le programme avec Radio Fringale, il est encore plein jusqu'à la fin de l'année. Et puis, si vous suivez également le cyclisme féminin, notre émission La Petite Reine, on est en plein dans le Tour de France Femmes actuellement. Donc C'est l'actualité. voilà, c'est l'actualité du moment. On a une belle course, donc voilà, profitez-en. Et puis on a encore une belle émission demain qui va sortir sur le demi-course du Tour de France Femmes. On aura un débrief dimanche, normalement avec Adri et Lolo qui vous feront ça. Donc voilà, ça ne s'arrête jamais sur Radio Fringale. En tout cas, si vous avez apprécié passer ce Tour de France avec nous, si vous nous avez découvert pendant le Tour de France, ou tout simplement si vous nous suivez et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est tout près des 4000 abonnés, donc ça nous ferait vraiment super plaisir, ça nous soutient. Et puis évidemment, bah, on fait ça pour interagir avec vous, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo pour lui donner de la visibilité, et puis à commenter, dites-nous ce que vous avez pensé de ce Tour de France, qu'est-ce qui va se passer à l'avenir pour Pogacar, pour Vingegaard, voilà. Merci Nico pour cette belle émission, ça a été un plaisir de passer cette heure et demie avec toi, et puis bah merci à tous de nous avoir suivis, et on vous dit à très très bientôt, et évidemment, hein, Nico, on n'oublie pas de s'alimenter parce que la fringale guette. Ciao ciao. Merci Christian, merci à tous, ciao.